Troisième histoire du soir, les gars. Par amour, 13 ans de vie secrète. Oh putain. Tom Cruise, John Travolta, Priscilla Ça a Presley, rebaissé le son de sa mère. Elisabeth Moss et même, en France, Xavier Deluc, héros de la série Section de recherche. Tous C'est ont un point l'intro, commun. oubliez l'intro, on Ils s'en sont bat les membres couilles. de l'église de Scientologie. La secte. Religion aux États-Unis, association condamnée pour escroquerie en bande organisée en France, la Scientologie alimente les fantasmes depuis sa création en 1952 par Ron Hubbard. Quand Angèle a rencontré Adrien, il lui a tout de suite dit qu'il était scientologue. Elle ne savait pas très bien ce que ça voulait dire, tout ce qui comptait, c'est qu'elle l'aimait. Vous écoutez Transfert, Oh là là, il a épisode dû- 267. un il a dû témoignage l'arnaquer à la recueilli mort. par Estelle Njanjo. Escroqué, bah désolé les gars. Putain, mais je dois payer tellement de réparations sur mon camion. Avant que je me crachais, je m'en battais les couilles en vrai. J'ai 15 ans, je vis avec ma maman. J'ai une maman qui est quand même assez permissive, mais avec beaucoup d'autorité. C'est-à-dire que, ok, t'as le droit de t'amuser, mais faut pas déconner non plus avec les cours. Mes parents sont séparés. Non mais elle parle Je dans vis le passé, ouais. principalement avec ma mère, mais je vais une fois tous les 2 week-ends chez mon père. J'ai des rapports avec ma mère qui sont un peu conflictuels. Ma mère travaille beaucoup. Mon père, c'est particulier, on s'entend bien, mais il a un rôle plutôt de papa pote où il remplit pas entièrement son rôle de père, mais il est plus laxiste que ma mère. Je dirais que j'ai une adolescence parfaitement normale, j'ai pas mal de copains, je suis les cours, on va dire, de manière raisonnable, sans trop en faire, mais j'en fais quand même un minimum pour avoir des notes correctes et ne pas redoubler. Je suis très sociable, très active, je suis quelqu'un d'exubérant, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, je suis quelqu'un qui se fait virer beaucoup des cours parce que je rigole trop fort. Je suis toujours prête à faire la fête. Je suis expansive comme personne, c'est-à-dire qu'on me remarque. J'ai beaucoup d'amis, je fais partie un peu du groupe populaire du lycée. On est dans un quartier de la ville qui est un quartier populaire. Et ouais, on est pas riche, quoi. On est clairement pas riche. Je sais que mes amis ont tendance un peu à... Enfin, ils ont des signes extérieurs de richesse, clairement, à leur âge. Moi, je trouve ça assez choquant parce que je connais pas ces trucs-là. Il y a Genre quand même quoi? pas mal de tensions à la maison, donc en fait j'évacue toute cette tension avec mes amis et au lycée. Donc je suis quelqu'un qui a besoin Mais elle a de 40 ans, non? décompresser Oui, et mais elle s'amuser. parle de son enfance, du con! Je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 12 ans, j'aime beaucoup ça. Fais gaffe les Mon jambes. père aime ça aussi. Ma mère m'offre un ordinateur assez tôt. Je joue à un jeu qui est très populaire qui s'appelle les Dofus? Sims. J'ai aussi une Merde, j'ai PlayStation pas entendu. sur laquelle je joue beaucoup à des J'ai pas entendu, jeux elle a joué à vidéo quoi? de cours, tout ça. Mon père aime ça aussi. Ma Non, mère, non, 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 il y non. a quand même pas mal de tensions à la maison, donc en fait j'évacue toute cette tension avec mes amis et au lycée. Donc je suis quelqu'un qui a besoin de décompresser et de Putain, s'amuser. je suis allé en retour de Je fou, joue frère. aux jeux vidéo depuis que j'ai 12 ans, j'aime beaucoup ça. Mon père aime ça aussi. Ma mère m'offre un ordinateur assez tôt. Je joue à un jeu qui est très populaire qui s'appelle les Sims. J'ai Vas-y, aussi tu te fous de une ma gueule ou PlayStation quoi? sur lequel je joue beaucoup à des jeux vidéo Tout le monde a course de joué aux voiture. Sims. Internet commence un peu à se développer, donc j'ai envie de me connecter en fait, comme beaucoup de gens. Du coup, je m'inscris sur un site de jeux vidéo qui est assez populaire et je me mets à rencontrer et à parler avec des gens, pas franchement que de jeux vidéo, de plein d'autres choses. Avec JVC? certains, je me retrouve à discuter sur MSN de tout et de rien, et en fait, je me fais de nouveaux amis en ligne, en plus de mes amis que j'ai au lycée. Elle parle de Je traîne MSN, là? beaucoup sur un forum. Zarma, c'est un qui truc est un inconnu? forum un peu de blabla, c'est-à-dire qu'on parle pas spécifiquement de jeux vidéo, Ah mais non, si, on va elle parle s'échanger d'abord. des blagues, on va s'échanger des photos, enfin c'est un peu un fourre-tout, et dessus il y a un garçon que j'aime bien. En fait, notre échange, la première fois que je parle avec Adrien, c'est en toute amitié en fait. Il y a comme quelque chose qui se passe où nos conversations sont plus que amicales. Il y a un très léger jeu de séduction. On reste très jeune, on apprend à se connaître, à dire qui on est, à parler de nos relations, de nos parents, de nos envies. Un jour, Ça, tu fais je lui Zerati. demande ce qu'il fait dans la vie. Il me dit qu'il est scientologue.
La première image que je vois de lui quand il me dit ça, c'est je le vois en blouse blanche, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc je lui dis, t'étudies quoi comme science? Et là, il m'explique un petit peu que ça n'a rien à voir avec C'est ça. pile que dans une l'âge de religion. Zerator, là, ce Des qu'elle est en train de conseils dire là. regarder sur Google et que si j'ai des questions, je ferais mieux de lui poser directement. Parce que sur Internet, il y a... Attention, s'il dit qu'il joue à StarCraft. Je conseille vivement de faire mes propres recherches sur Google. En termes de religion, je ne crois pas en Dieu. J'ai une maman qui a été À le même âge, élevée abusé, chez les des gars. sœurs, donc qui a plutôt une vision traumatique de la religion. Je ne suis pas baptisée et j'ai clairement une maman qui me fait comprendre que la religion, c'est à fuir et que c'est pas bien. Un soir sur M6, il y a une émission qui passe qui traite de la scientologie. Alors le sujet est un peu nouveau pour moi, mais après pas mal de conversations avec Adrien sur le sujet, j'ai un point joue à de vue une main, ouais. de plus en plus confiant sur le sujet. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'en ai pas peur en tout cas, parce que Adrien m'en parle bien. Je regarde l'émission avec ma mère. Je suis en train de découvrir quelque chose qui est tout nouveau pour moi et j'ai l'impression en même temps que Il y avait cette une émission sur je M6. ne devrais pas vraiment la regarder parce que je sais qu'elle est en train de critiquer quelque chose que Adrien aime bien. Mais en même temps, je trouve ça fou qu'on en parle à la télé alors qu'on n'en parle jamais. Et du coup, je me dis, je suis obligée de regarder cette émission. Du coup, je demande à ma mère son avis sur la scientologie et elle me répond... Les gars, fermez vos c'est grand-mères une dans le chat. Je crois que Tout le monde, fermez vos première chose qui grand-mères. me vient à l'esprit quand elle me dit ça, c'est... non mais de toute façon, Vous embrouillez pour qu'est-ce rien, qu'elle en voilà. sait, en fait? Parce qu'elle a juste vu ce documentaire à la télé. Moi, je connais quelqu'un qui est dedans, en fait. Je fais quelques recherches sur Internet, même si Adrien me déconseille de le faire, parce que ça me prend 2 secondes, en fait. Voilà, faites une pause de 2 minutes et après on Il y a va. des articles, mais c'est pas non plus... Des y a pas abrutis qui veulent pléthore. trouver dans les deux sens en C'est des plus. choses qui m'ont l'air de dater un peu, ou dans des journaux qui sont pas des grands journaux. Je trouve rien de Des plus débats que ce que inutiles, Adrien frère. m'a dit en termes de critique. Elle sur dit la qu'elle croit pas en scientologie. Dieu, c'est En France, qu'est-ce qu'on dise, frère. on catégorise la scientologie qu'elle comme veut, une frère. secte, mais ça n'en est pas une. En plus d'Adrien, je parle avec un autre garçon sur MSN, un ami, un pote, qui m'informe que le week-end prochain, il va visiter un lieu touristique qui est pas loin de chez moi. Feu rouge. Et Ah, c'est bon, il est me jaune. propose de passer me voir après. On est très amis, on s'entend super bien. Du coup, il propose de venir me voir après sa visite et j'accepte. Il me dit, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu voudrais que je ramène en plus du forum, que tu aurais envie de rencontrer? Ah, Je ça dis, y est. frère. carrément, il y a Adrien. On va se rencontrer tous les 3. On est en plein été, il fait très chaud. Je suis bronzée parce que je suis partie quelques jours en vacances. J'arrive au lieu de rendez-vous et je les retrouve tous les deux assis sur un banc. Je crois que mes yeux se posent directement sur Adrien et pas sur l'autre garçon. Je pense que c'est ça, avoir un coup de foudre en fait. Parce qu'à l'instant même où je le vois, je me dis ok, c'est bon. C'est bon, c'est lui quoi. C'est personne d'autre, c'est lui. Il est très beau, il est brun. Il a un air un petit peu mystérieux, timide, introverti, qui lui donne un charme fou. Elle décrit exactement Je Zerator là. crois que vraiment, c'est à ce moment-là que je ressens quelque chose que j'avais jamais ressenti pour quelqu'un. Du coup, tous les 3, on visite la ville, on fait des bars, on fait une chicha, on va au restaurant et à la fin la de chicha. la soirée, on va dans une boîte de nuit qui est très tendance de la ville. Quelle Adrien ville? et moi, on est très proches depuis déjà plusieurs heures. C'est-à-dire qu'on marche côte à côte, on s'effleure la main, voilà, il y a vraiment un jeu de séduction, mais qui est très pur, qui est très doux. Combien? Et dans cette boîte de nuit, on finit par s'embrasser. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'embrasse un garçon qui me plaît autant. Et je suis sûre et certaine. Ah, je suis dans la que Adrien, c'est l'homme merde, de ma vie. frère. Ah, perte de fou, ma gueule. J'ai des dettes là. Je dois rembourser, La je première fois dois réparer mon que truc je et tout en rentre dans plus. l'église de Scientologie, je suis accompagnée d'Adrien, bien sûr. Je découvre un endroit hyper propre. Enfin, c'est la première sensation que j'ai. C'est très blanc, très clinique. Il y a beaucoup de livres, surtout. Il est mis en place le best-seller. Il y a la Dianétique, il est vraiment mis partout. Parce que c'est un peu, pour eux, le premier livre à lire quand tu veux un peu comprendre de quoi il s'agit. Les gens sont hyper polis, très jeunes, très souriants. On sent qu'ils ont envie de bien m'accueillir. C'est beaucoup pour moi parce que je découvre vraiment un environnement qui est celui d'Adrien. Lui, dans l'église, il travaille à la cafette. Ses amis sont ses collègues, donc je connais déjà ses collègues que j'ai déjà rencontrés, donc c'est pas une surprise.
Je découvre toutes les différentes salles de l'église de Scientologie. Je découvre les salles de cours, les salles d'audition. Je découvre les salles d'éthique, l'amphithéâtre et différentes salles de projection. Il y a des symboles religieux. Il y a déjà il y a la croix de la Scientologie. Tu Il y m'envoies a un truc comme ça, les buste gars. du fondateur. La Milan, Norvège, hein. Scientologie, c'est Je vais m'envoyer ça, les gars. un courant religieux qui a été inventé par L. Ron Hubbard dans les années 50. Le but de la Scientologie, c'est... Mais vas-y, ouais, c'est une OP ou quoi, frère? d'aider les gens Raconte-nous ton histoire, on s'en bat les couilles, à se nous. libérer de leurs démons, de leurs peurs, de leurs névroses. La Scientologie, ça se base beaucoup sur la lecture de nombreux ouvrages que L. Ron Hubbard a écrits dans l'idée d'aider et d'améliorer On bat les couilles, l'humain moi. pour créer Dans un mon dos, humain ça. entre guillemets parfait, actif dans la société, qui est travailleur, qui pourra fonder une famille, qui pourra avoir un esprit libéré, c'est-à-dire d'être la meilleure version de soi-même. Alors la dianétique, pour la Scientologie, c'est vraiment le point de démarrage de tout. C'est le premier livre qui a été écrit par L. Ron Hubbard et c'est un peu une analyse de l'esprit humain. C'est le premier livre que moi je lis à l'église. D'ailleurs, on va bombarder, j'ai J'ai pas que fait ça à un foutre, bac là, j'ai un L. trajet de fou à faire. Donc je suis très branchée sur tout ce qui est philo et littérature aussi. Je retrouve beaucoup d'idées freudiennes. Je retrouve des choses qui s'apparentent au bouddhisme, etc. Je trouve ça assez étonnant parce que je trouve, quand je lis le livre, que c'est un peu un pot pourri de plein d'autres religions, de plein de recherches psychologiques qu'on connaît déjà, mais agrémentées de choses un peu New Age. Mais bon, c'est pas inintéressant. La dianétique, c'est un gros livre. C'est un Eh, pavé. vas-y, commence à J'ai pu le accélérer, terminer, voilà. en 3 semaines, parce que j'allais très très régulièrement dans la salle de cours pour l'étudier. La Scientologie n'aime pas la psychiatrie, la Scientologie n'aime pas les médicaments psychiatriques. Il y a La plus de feu rouge, Scientologie je ne me parlais t'autorise plus. pas à utiliser certains médicaments si tu prends Pas des de cours chance. chez eux. Par exemple, tout ce qui est anxiolytique et antidépresseur, c'est interdit. Tu ne peux pas suivre des cours et de l'audition en Scientologie si tu prends ces médicaments. En voiture, elle accélère L'audition plus, les gars. Scientologie, c'est l'équivalent de la thérapie. La thérapie qu'on peut faire chez un psy, chez un La thérapeute. remorque, bah je vais la chercher, C'est wesh. des moments où tu te retrouves face à un auditeur pendant plusieurs heures qui va te poser des questions sur ta vie et qui va t'aider à te libérer de certains traumatismes ou certaines névroses en te faisant répéter plusieurs fois le moment traumatique jusqu'à ce que ce moment traumatique soit libéré et donc que tu puisses pouvoir confronter ce moment. Ah non, vas-y, y a un mec qui a niqué mon truc. Est-ce qu'on changerait pas en fait? Je Y sais a pas rien où qui j'étais, fonctionne. voilà. Je sais pas où j'étais, frère. Attends, wesh. Skip. En vrai, nique sa mère, hein, je vais écouter le dernier, moi. Le dernier coûte il reste il est une demi-heure, frère. Mais en fait, j'ai peur qu'on loupe un classique, les gars. L'anxiété, elle est de pire en pire. C'est une autre solution. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Je commence à faire des migraines. Maintenant, je suis à Paris avec Adrien. J'ai des nouveaux amis. C'est une réflexion des fois qu'elle peut apporter. Elle me voit comme une dissidente. Adrien n'est pas scientologue. La famille est réellement coupée en deux. Je suis pas vraiment scientologue, quoi. Ouais, Je prends des tellement loin, sur les frère. cours du soir. C'est-à-dire qu'après mon boulot, je vais d'en payer quelques-uns s'ils sont une machine. C'est des Scientologie, on y entre surtout par une à passer des. Est-ce que tu prends du plaisir à taper des enfants? Donc Oui. après que Adrien m'ait présenté l'église de Scientologie, je commence à prendre mes premiers cours. Donc j'ai passé le cours sur la dianétique, puis après j'ai fait d'autres cours. On était là, La non? Scientologie propose plein de cours. Et pour certains cours, pas pour tous, mais pour certains cours, Vas-y, tu appuie dois sa mère après l'histoire, te là. faire valider ce cours en passant par l'électromètre. Donc c'est une machine, c'est des boîtes que tu serres dans les mains.
Et en fait, cet électromètre va permettre à la personne en face de savoir si, en effet, le cours a bien été passé et a bien été compris. C'est un outil qui va envoyer une très légère décharge électrique dans ton corps que tu ne vas pas sentir et qui va faire flotter une aiguille. Et si l'aiguille flotte, tu as donc bien réussi ton cours. Ce qu'elle raconte là. Quand je rentre en scientologie, je signe un contrat. Tout le monde doit signer un contrat. Tout le monde doit regarder une vidéo d'introduction. C'est la règle. Qu'elle me raconte celle-là. Donc je regarde cette vidéo d'introduction qui me fait un petit peu péter les plombs. Parce que c'est une vidéo... Combien de kilomètres très has-been. On voit des mecs sur des chevaux, comme des chevaliers qui sont là pour apporter la vérité au monde. La vidéo, je la trouve vraiment ultra vulgaire, ridicule. Et moi, je sors de la salle, je ne termine pas le visionnage de cette vidéo et je pète les plombs, je crie. Je suis très énervée par ce que je viens de voir. Et je sors de l'église furieuse et on me rattrape pour essayer de me calmer et m'expliquer qu'en effet, cette vidéo est pas terrible, qu'elle va être refaite parce que voilà, c'est plus d'actualité. En effet, on peut comprendre mon énervement, que les gens ont tout à fait le droit de ne pas accepter la scientologie dans leur vie et ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas heureux. Ils arrivent à me recadrer, à me calmer et je finis par signer donc un document qui Elle est bête ou stipule quoi que si je souhaite être remboursée de mes cours, si je ne suis pas satisfaite, je peux être remboursée mais je ne peux plus venir dans l'église. Et aussi que je ne peux pas attaquer la scientologie. Moi, je sais que je signe ce document où il y a écrit que je m'engage pour 1 milliard d'années. Je sais que je signe ce document en me disant qu'il n'a absolument aucune valeur juridique et que je le signe et je le fais juste pour leur faire plaisir et sans doute pour faire plaisir à Adrien, en fait. Parce que je sais que ça veut rien dire, en fait. Mais comme pour faire de la scientologie, on est obligé de passer par là, donc je le fais. Mes cours à l'église de scientologie sont quasiment exclusivement payés par Adrien. Ça peut m'arriver d'en payer quelques-uns s'ils sont pas très chers, s'ils sont à 75, 80, 90 euros, je le paye moi-même. 90 euros. Mais pour l'audition, qui est bien plus élevée, qui peut s'élever à plusieurs centaines d'euros, voire 1000, 1200 euros, ça c'est lui qui me les paye. Ma vie à Paris, à ce moment-là, elle est rythmée par 3 choses. Elle est rythmée par des petits boulots. Je travaille en hôtel, je suis femme de chambre. Je prends des cours à l'église de scientologie et le soir, je sors avec Adrien et ses copains. En fait, elle aime juste Adrien, c'est tout. On sort dans Paris, c'est très très bon enfant. Malgré tout, tous les matins, je pleure sous la douche. Je pleure d'avoir quitté ma mère, je pleure d'avoir quitté mes habitudes. Perspicace, ouais, je suis là. Je suis là cette année. De naissance, je vois mes amis sur les réseaux qui partent en vacances, qui font leurs études et moi je suis déjà en train de faire des petits boulots et de pas trop savoir où je vais. Je vois mes amis évoluer complètement différemment, j'ai de moins en moins de nouvelles. Je suis heureuse d'être avec Adrien mais j'ai quand même une peur, prépare la Z-Lan. de ce que va être mon avenir en fait. J'ai pas d'argent, je galère, Adrien gagne pas du tout d'argent non plus parce que il a un poste à l'église de Scientologie où il est extrêmement peu rémunéré. Je suis extrêmement amoureuse d'Adrien. Ah, ça y est, elle est piquée. Je le vois un peu comme une personne qui a beaucoup de choses à m'apporter. C'est la personne avec qui j'ai envie d'être tout le temps. Il m'apporte beaucoup de sécurité. C'est l'impression que j'ai, c'est la sécurité. Adrien, c'est mon foyer, en fait. C'est mon nouveau foyer maintenant. J'ai envie de rentrer complètement dans son monde, en fait. Je suis très assidue au sein de l'église. Je suis très régulièrement sur les cours du soir. C'est-à-dire qu'après mon boulot, je vais à l'église. J'ai vraiment pris mes habitudes de boulot, sciento, dodo. Je suis sûre qu'Adrien est très fier de voir comment j'avance. Il est heureux de pouvoir partager ça avec moi. C'est dingue de réfléchir comment à ça. Voilà, je sens que tu vas mieux, t'as plus confiance en toi. Apparemment, les cours ont un vrai effet sur moi. Elle va finir comment cette histoire? J'espère qu'il y a une sale fin. Faut mentir dans les podcasts transferts. Là. Je rencontre assez rapidement les parents d'Adrien qui sont tous les deux scientologues. Moi, je suis pas vraiment scientologue. Je prends des cours de scientologie. Je sais pas comment t'as signé le contrat, quelle image je vais donner de moi. Je trouve que c'est des gens plutôt accueillants, mais je n'ai pas non plus une accroche plus que ça. Je trouve que la mère d'Adrien est très différente de la mienne. Ça leur arrive parfois de partir
tous les deux, pendant 3/4 d'heure pour discuter de choses qui ont attrait à la scientologie, mais juste tous les deux. Donc moi, je reste avec le reste de la famille. Toute la famille de Adrien n'est pas scientologue. La famille est réellement coupée en deux. Mais en tout cas, c'est pas caché, c'est pas un tabou dans la famille. Même les gens non scientologues dans la famille l'acceptent complètement, puisque de toute façon, la plupart sont scientologues. Je comprends quand même rapidement que Putain, c'est fermé, je crois, pas les la gars. favorite. Je suis pas la femme parfaite pour Adrien, pour son fils. Ce n'est pas clairement verbalisé, mais je le ressens sur certaines réflexions des fois qu'elle peut apporter. Elle me voit comme une dissidente parce que j'émets souvent des critiques sur certaines choses que j'ai trouvées dans la scientologie. Je fais des remarques sur certaines choses que j'ai pu lire dans des cours. Et je sens qu'elle ne me déteste pas, mais qu'elle est méfiante sur moi. Au détour d'un café, une fois, elle dit que clairement, la psychologie, c'est pour les faibles, les névrosés, que la psychiatrie, c'est pour les fous, et que la scientologie, c'est pour les gens intelligents. Donc déjà, moi, là, le ton, il est donné. Je suis bien entendu absolument pas d'accord avec ça. Je lève les yeux au ciel, mais c'est tout ce que je fais. Ça arrive même pas en Je n'ai plus. jamais voulu d'enfant avec Adrien. Je n'ai jamais voulu avoir d'enfant avec lui, puisque ce n'était absolument pas possible de mettre un enfant dans cet environnement-là pour moi. C'était impossible. Attends, mais ils se connaissent à peine Parce que je depuis voulais pas quelques mois, wesh. qu'un enfant fasse de la scientologie. Je voulais absolument pas qu'un enfant tombe dans la scientologie. Et de toute façon, la question d'enfant, entre nous, elle est à peine abordée. Au fur et à mesure du temps, je Non, là, ça fait des perds années. un Ah, peu merde. contact avec mes amis d'enfance. Ils sont loin, ils ont leur vie. Moi, maintenant, je suis à Paris avec Adrien, j'ai des nouveaux amis. Donc, en fait, ma sphère se réduit de plus en plus. J'ai des nouveaux amis avec qui je m'entends très bien. Mais c'est vrai que je vis un peu dans un vase clos, en fait. Je tourne avec les mêmes gens. Ce milieu me convient mieux que mon ancien milieu. J'ai l'impression d'être différente maintenant, d'être plus adulte, de comprendre des Ouais, choses. ça fait que 3 mes ans, ils sont anciens amis ensemble, ne là, ou peut-être comprendraient 4 ans pas. ou 5 ans, je La crois. scientologie, ça m'a fait comprendre des choses et je suis pas sûre que mes anciens amis pourraient comprendre, quoi. À la rentrée 2009, je m'inscris en école de photographie. J'ai toujours voulu être photographe depuis adolescente. Elle est Et remplie je suis d'écoles, acceptée elle, dans hein. une école à Paris, donc je suis extrêmement contente. Entre-temps, je perds mon grand-père. C'est une perte très violente pour moi. C'est la première fois que je perds un membre de ma famille. Je vais plus aussi bien qu'avant. Je vais en cours de photo. J'ai du mal à m'intégrer. J'ai du mal à me faire des amis. Je sens que mon moral n'est pas au beau jour. Je commence à avoir des douleurs dans le cou, dans la tête. J'ai des crises d'anxiété dans le métro. Je suis obligée de sortir pour pouvoir respirer. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je commence à faire des migraines très très importantes. Je me sens sombrer un tout petit peu et je commence à Mais tu consulter crois des il a médecins drogué ou quoi, frère? qui me disent qu'il faut que je prenne des anxiolytiques parce que je suis en pleine anxiété. J'en parle à Adrien. Adrien me déconseille fortement de prendre ces médicaments, me dit que ces Ah, médicaments logique. font l'effet inverse, que ces médicaments vont me Vu, rendre vu encore qu'il est plus docteur, anxieuse. hein. Donc au début, je prends les médicaments sans lui dire, en cachette. Et en fait, je culpabilise. J'ai peur de ces médicaments, j'ai de plus en plus peur de les prendre, donc je décide de plus les prendre. Je continue toujours à côté à aller à l'église de Scientologie et je vais vraiment pas bien. Vraiment, je leur dis que j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai vraiment des douleurs, j'ai des peurs paniques, je me sens mal. Donc, ils mettent en place un processus pour m'aider avec un processus d'assist. Ah qui est merde, un Adrien. petit peu l'équivalent d'une forme d'ostéopathie. On en fait des heures et des heures et des heures. Je passe à chaque fois par l'électromètre pour voir si ça a marché. Je réussis à faire mentir l'électromètre parce que je n'en peux plus de recevoir des heures d'assist. C'était pas très compliqué de faire mentir un électromètre, hein. Il suffit juste de presser les boîtes un peu plus fermement. À tel point que plus rien ne fonctionne sur moi, que je finis par avoir des pensées vraiment sombres. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis triste, mélancolique, je vais vraiment pas bien. Et un jour, je suis Ils lui ont niqué convoquée sa vie, wesh. en éthique. Et on me dit que mon cas est inquiétant en fait. Et qu'il n'arrive pas à m'aider et il souhaite que j'aille consulter à l'extérieur un médecin qui pourra m'aider et que Ah, je c'est ce qu'elle a revienne fait, quoi. quand j'irai mieux. De retourner dans le monde extérieur pour régler mon problème avant de revenir. Parce que ils estiment qu'il y a un risque suicidaire. Quand je suis exclue, je me sens un peu abandonnée. Je sens que Adrien est déçu et voire mécontent contre l'église de Scientologie de me lâcher comme ça. Et du coup, moi, je continue à voir des médecins qui me disent absolument
tous la même chose. C'est de l'anxiété généralisée, je dois prendre des médicaments. Sauf que je ne prends pas les médicaments. Je décide de faire autre chose, c'est-à-dire de faire de la respiration ou de faire des massages, de trouver une autre solution. C'est Adrien qui continue à me donner lui-même des assists. Mais il est En pas fait, à la maison, docteur! pour essayer de calmer mes douleurs, de calmer mon anxiété. Il n'y a absolument rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui fonctionne. Mon anxiété, elle est de pire en pire. C'est absolument Bah, faudrait dramatique. peut-être se dire que ça marche Je pas. fais des migraines constamment. Je finis par consulter un neurologue qui me donne un médicament contre les migraines, qui est un médicament non psychiatrique, donc que Adrien me laisse prendre. Le Ok. médicament m'aide, je fais moins de migraines. Mais par contre, je suis toujours dans une anxiété terrible. Vraiment, j'ai même peur de mourir en fait. J'ai des sensations de mort imminente. Ouais, ça a l'air terrible Et, ce qu'elle vit. j'ai l'impression que quand Adrien est à mes côtés, je ne vais pas mourir. Mais quand je fais ces crises toute seule, c'est terrible. J'ai vraiment l'impression que je vais mourir. Donc, je commence à développer une dépendance à Adrien parce que à ses côtés, je ne peux pas mourir en fait. Wesh. Adrien a quitté son boulot à la cafette de l'église de Scientologie. Il a commencé un boulot dans l'informatique avec son frère. Ça marche bien. Adrien est doué. Il est même très très doué. Son frère propose à Adrien À de Ashford. déménager à Los Angeles. Et Ah, ok. avant de déménager à Los Angeles, c'est le il GOAT, nous en fait. propose de voir à quoi ça va ressembler, notre vie là-bas, pour faire un peu de repérage. Donc en fait, c'est la première fois, depuis que je suis partie de chez ma mère, que je me retrouve seule, dans un appartement à Paris, en pleine étude de photo. Pendant un mois, je vis au rythme d'une jeune célibataire parisienne qui sort avec C'est limité à 80, ses mais c'est pas un problème. et quelques amis quand même que j'avais réussi à me faire à l'école. Regarde le nombre de kilomètres que j'ai à faire, Et, wesh. et j'ai une sensation assez étrange de liberté. J'ai l'impression de ne plus avoir de choses à penser, ou j'ai plus une chape de plomb sur moi. Je suis juste en train de vivre mon quotidien, d'aller en cours, de sortir avec mes potes, de boire des bières. J'ai même un petit crush pour un garçon de mon école. Je m'autorise un tout petit peu, légèrement, à le draguer. Mais là, Vraiment un tout mais là, petit elle est peu, plus parce sous que, anxiété. L'instant d'après, je culpabilise. Et c'est assez excitant. Et quand Adrien revient de Los Angeles, j'ai peur. J'ai peur de ce que je vais ressentir pour lui, en fait. Est-ce que tout a changé depuis qu'il est parti? Est-ce que quand je vais poser mes yeux sur lui, je vais ressentir le même amour que j'ai d'habitude, en fait? Est-ce que ça va être la même chose? Et du coup, je vais le chercher à l'aéroport, et quand je le vois arriver, j'ai mon cœur qui exalte. Et je me dis, ok, c'est bon, je suis toujours amoureuse de lui, c'est génial. Donc on part à Los Angeles pendant 3 mois. Je n'y plais pas du tout. Je ne me sens pas du tout chez moi. Mon rapport avec Adrien à ce moment-là se dégrade. J'ai plus trop de désir pour lui, je suis perdue. Je ne sais pas si je suis encore amoureuse de lui, en fait. Et ce qu'elle a fait quand elle était à Los Angeles, pour moi, c'est le tromper en vrai. Oui et non. En couple depuis plusieurs années avec la même personne et que tu vas flirter avec une autre personne. Les années passent, je développe ma carrière de photographe. Je galère. Ça m'a l'air d'être Clairement, oui je et oui, galère frère. parce que j'ai décidé de me lancer dans la mode. Donc j'ai décidé de commencer ma carrière en mode difficile. Je fais pas mal de shootings non rémunérés. Et j'ai beaucoup d'ambition, mais j'y arrive pas. Elle a dit crush, pas flirt. Si, elle sait. Non, vas-y, voilà. C'est quoi ce bug, les gars? Chris Spotify ne peut pas lire ça en ce moment, frère. Et après, ça change de podcast. Putain, je vais jamais retrouver le timing. La vie, je vais jamais retrouver le timing, d'avoir ce frère. sentiment étrange et inquiétant lors d'une soirée entre amis, d'un moment à deux, ou de la découverte d'un endroit, d'avoir déjà vécu la scène que nous sommes en train de vivre. Parce que tu payes pas, je Ce paye, sentiment, c'est enculé, celui va. du déjà vu. Pendant longtemps, l'humanité Spotify lui accordait Premium une valeur depuis, frère. surnaturelle, l'interprétant comme un don de voyance ou la preuve de l'existence. Je peux pas me des garer rêves en plus plus. Qu'est-ce qu'il me et des raconte vies là-bas, là? intérieures. Aujourd'hui, la science tend à l'expliquer. Bergson a émis l'hypothèse que ce déjà-vu est la conséquence d'une simple confusion des mécanismes de mémoire et de perception, ce que tendent à confirmer les neuropsychologues, qui, eux, parlent de désynchronisation. Reste, quelle que soit l'explication, ce choc entre l'imaginaire et le réel, le passé et le Wesh, présent. la route, elle est tellement clean que mon volant, il tourne pas. Un choc qui fut celui de Victoria quand un jour, relation épistolaire qui était si fluide et si évidente, naît une relation physique
voilà, le crush se concrétise, on ne se pose même Ah pas de merde. questions. Même si lui est engagé de son côté, moi du mien, Oh c'est assez putain. difficile à dire et peut-être à Merde, de comprendre, spoil de mais fou, à ce moment-là, frère. je ne culpabilise pas. La magie dure assez peu de temps puisque très rapidement, c'est-à-dire tout de suite, la femme de mon collaborateur Ah merde, c'est pas apprend ce elle, qui wesh. s'est passé par une maladresse. En parallèle de ça, je l'aime toujours. Ah merde, mais c'est pas le même en fait. Ouais, il avait l'air incroyable lui, pourquoi on n'écoute pas lui, wesh? J'ai beaucoup d'ambition, mais j'y arrive. École de photographie. J'ai toujours voulu être photographe depuis adolescente et Los Angeles. Et avant de déménager à Los Angeles, il nous propose de voir à quoi ça va ressembler. Il a commencé un boulot dans la ville là-bas. Et lui, c'est génial. Donc, encore que j'ai décidé de me lancer dans la mode. Donc, j'ai décidé de commencer ma carrière en mode difficile. Ah si, ça on a déjà écouté Moi, ça. j'y arrive pas à avoir une peau trop dégueu. Mais il n'y a aucune volonté de ma part de me féminiser ou de montrer que je n'ai plus 17 ans. Voilà, il n'y a aucune volonté, il n'y a aucune recherche. Trop loin. Je mets que des Merde. baskets. J'ai les cheveux très longs. J'ai pas spécialement de coupe de cheveux. J'ai toujours été maigrichonne, mais là, je suis clairement de me fait que j'arrive pas professionnellement. Je suis pas une fille très féminine. C'est-à-dire Vas-y, c'est que bon, je les m'habille gars, pour wesh. m'habiller. Je me maquille, je mets du fond de teint Ah, pour vous me pas cassez avoir les une peau couilles, trop The Bee, dégueu. wesh. Mon cœur qui exalte. Ah, vas-y, c'est bon. Et je ça me va. dis, ok, c'est bon, je suis toujours amoureuse de lui, c'est génial. Donc on part à Los Angeles pendant 3 mois. Je m'y plais pas du tout. Je ne me sens pas du tout chez moi. Mon rapport avec Adrien à ce moment-là se dégrade. J'ai plus trop de désir pour lui, je suis perdue. Je ne sais pas si je suis encore amoureuse de lui en fait. Du coup, c'est fini Adrien ou quoi? C'est un 2000 km, ça va jamais finir cette merde. Les années passent, je développe ma carrière de photographe. Mais t'es à Los Angeles Je ou galère. pas? Clairement, je galère parce que j'ai décidé de me lancer dans la mode. Donc, j'ai décidé de commencer ma carrière en mode difficile. Je fais pas mal de shootings non rémunérés. Et j'ai beaucoup d'ambition, mais j'y arrive pas. Adrien gagne bien sa vie, donc il peut subvenir à nos besoins, même si il tient particulièrement à ce que je paye la moitié du loyer, parce que pour lui, c'est comme ça. Moi, j'y arrive pas de toute façon, donc je commence à déprimer un petit peu sur aussi le fait que j'arrive pas professionnellement. Je suis pas une fille très féminine, c'est-à-dire que je m'habille pour m'habiller. Je me maquille, je mets du fond de teint pour pas avoir une peau trop dégueu. Mais il n'y a aucune volonté de ma part de me féminiser ou de montrer que je n'ai... Wesh, il va plus tellement 17 ans. vite son Voilà, camion, il n'y a wesh. aucune volonté, il n'y a aucune recherche. Je mets que des baskets, j'ai les cheveux très longs, j'ai pas spécialement de coupe de cheveux. J'ai toujours été maigrichonne, mais là je suis clairement maigrichonne. Je mange pas beaucoup. Il n'y a absolument aucune volonté de ma part de me faire remarquer. Il n'y a absolument aucune volonté de ma part d'être désirée. La seule personne à qui je dois plaire, c'est Adrien en fait. Et Adrien, il m'aime comme je suis. Et j'ai pas besoin en fait, d'avoir plus d'artifice que ça. On me dit souvent que je suis jolie, très souvent. Je me fais des nouveaux amis dans le milieu de la mode et de la photo. Des amis avec qui je m'entends vraiment bien. Avec qui il peut m'arriver de parler de scientologie. Et je vends très Ouais, bien j'ai la encore. scientologie. Quand je parle de la scientologie aux gens et de la façon dont Je croyais Adrien elle en avait fait, skip ça. je flatte Adrien. Je suis en train de le flatter, je suis en train de dire regardez à quel point mon mec il est intelligent, il fait ça, il fait ça. Alors qu'au fond de moi, je me demande un peu pourquoi je le fais quand même. C'est une vie de train-train et d'habitude. Mon désir pour Adrien est quasi inexistant. Je commence à un processus de deuil de mon désir, clairement. Où je me dis que bah, c'est comme ça en fait, la passion s'est éteinte, maintenant je suis installée dans un couple, faut que je fasse avec. Je n'ai jamais dragué ou je n'ai jamais été draguée par d'autres personnes. Ah non, du coup, elle avait pas flirté avec l'autre, elle Je avait ne juste un sais pas crush. trop quel effet je peux renvoyer aux hommes. Adrien voit bien que je suis de plus en plus malheureuse. Et je vois que ça le touche énormément. Je vois qu'il a très envie de m'aider. Je vois Et qu'il pour l'instant, essaie Adrien, de il a pas fait de dinguerie en discuter vrai. avec l'église de Scientologie pour trouver des solutions en fait. Parce que
il voit que de plus en plus, je me renferme, je maigris, je suis triste, j'écoute de la musique triste, je regarde des films tristes, je cultive. Il a niqué sa vie. Tout le Non, mais temps, lui, il cette était dans la tristesse. scientologie à cause de ses Je fais parents. des crises d'anxiété et de panique très fortes où mes muscles se contractent complètement, où Adrien est obligé de me serrer très très fort dans ses bras parce que je lui demande. Ah, si, vraiment avec de les le faire. médicaments, c'est vrai. Je sens que tout ça, ça dépasse Adrien et qu'il se sent impuissant face à tout ça. Il voudrait m'aider, mais il n'y arrive pas. Et il essaye de mettre des choses en place. On essaye de mettre des choses en place. Je ne vais plus à l'église, mais il me donne des cours à la maison. Il me donne des assistes à la maison, en fait. C'est-à-dire que l'église de Scientologie, c'est plus dans la rue, c'est chez moi, en fait, maintenant. Je suis entourée de bouquins. Les bouquins sont là aussi pour m'aider. Ils sont dans la maison, en fait. L'église de Scientologie, elle est à la maison. J'allais maintenant. dormir, les gars. Bien que je sens que Adrien, il est touché par ce qui m'arrive, son visage, il est toujours très fermé. C'est-à-dire que il n'a pas de mots spécifiquement rassurants comme n'importe qui pourrait avoir. Il est assez clinique. Il n'est pas là pour me rassurer, en fait. Il est là pour trouver une solution à mon problème. C'est-à-dire, tu vas mal, ok. Voyons voir ce que l'on peut faire pour que tu n'ailles plus mal. Un ingénieur. Il n'y a pas, de sensibilité, il n'y a pas de réconfort comme je voudrais. Ah, mais je sens que C'est-à-dire, l'histoire, elle va pas être dingue, en fait. Des caresses, quelque chose vraiment il n'y a pas cette tendresse dont j'ai besoin quand je suis en pleine crise. Ah, c'est un robot. Adrien, parfois, me fait un peu peur parce que je me dis, mais des fois, je suis dans tels états qu'il devrait pleurer devant moi, en fait. Je devrais ressentir quelque chose de plus fort venant de lui s'il m'aime. Et en fait, je remarque qu'Adrien, je ne l'ai jamais vu pleurer. Il est en pierre, Adrien. En 2017, j'ai 27 ans. Adrien en a 30. Moi, je vais continue dormir, toujours à faire de la photo, mais je commence à éprouver une assez grosse lassitude. C'est trop de galère. Je commence à avoir fait le tour aussi. Donc j'essaie de trouver une autre activité C'est quoi, artistique dans frère, laquelle je dors pourrais m'épanouir et je décide de me lancer dans l'écriture d'un roman. Ça y est, elle Et en se fait, lance. je prends énormément de plaisir à écrire ce livre. J'ai un peu l'impression pour moi que c'est un refuge. Du coup, je me mets à écrire un roman. Je me rends compte que les histoires que j'ai envie d'écrire, l'histoire que j'ai envie Ah, d'écrire, là, qu'elle se lance, les gars. ressemble, malgré moi, à mon histoire. Ça fait aussi 2 ans que je suis végétarienne et que je milite un peu pour la condition animale et contre l'exploitation animale. Et je me fais de nouveaux Ta amis mère. dans cette communauté, des amis qui sont très militants, des amis qui sont très à gauche, des amis J'ai mis ce qui sont clic, féministes frère. et qui Comment je dors, m'introduisent à wesh. des sujets que je ne connaissais pas vraiment, qui me font lire des livres que je ne lisais pas avant. Je découvre Mona Chollet, je découvre Mathieu Ricard, c'est des nouvelles idées que j'aime beaucoup. Et en fait, je me rends compte que finalement, il y a des idées que j'avais jamais grattées en moi, que j'étais jamais allée chercher et qui sont en train de vraiment se développer de plus en plus. Adrien est tout aussi intéressé que moi sur le végétarisme. Il est même plutôt d'accord avec les sujets qui sont liés à tout ça. Par contre, il porte un regard beaucoup plus critique Merde, sur j'avais les moche. manifestations auxquelles je participe. Nos rapports sont plus conflictuels. Moi, je commence un petit peu à me politiser. Nos rapports sont plus conflictuels parce que moi, je comprends très vite que de toute façon, Adrien, il a des valeurs qui sont très ancrées à droite de par sa famille, les idées de sa famille et les idées de son église. Je suis toujours quelqu'un de très flippé. Mes crises d'angoisse sont toujours extrêmement présentes. J'ai une anxiété généralisée, clairement, et j'en peux plus. Genre vraiment, j'en peux plus, je prends toujours pas de médicaments. Je voudrais vraiment trouver une solution pour me débarrasser de ces trucs-là qui me pourrissent la vie. Et Adrien, du coup, me propose un dernier grand coup pour essayer, pour voir si là, cette fois-ci, ça va marcher. Il s'assure vraiment que cette fois-ci, je vais être extrêmement bien pris en charge, que ça sera extrêmement bien fait. Enfin, c'est vraiment... voilà, cette Ça y est, fois-ci, faut ça lâcher, va marcher. frère. Donc en fait, il m'inscrit avec un auditeur à des séances d'audition, à de nombreuses séances d'audition, qui devraient faire un grand ménage normalement, qui devraient vraiment, vraiment m'aider. Je retourne très régulièrement donc, à l'église de Scientologie pour suivre ces séances. Je me fais donc introduire
la personne qui va me prendre en charge pour toutes ces séances. La première fois que je le vois, je me dis... Quoi cet Waouh, endroit de merde là? il est vachement élégant ce type, quoi. Genre, Ouais, je trouve encore. très impressionnant. Je le trouve très beau. C'est pas quelqu'un qui a une beauté classique, mais il dégage quelque chose de très fort Il a trop que d'aura. j'aime beaucoup, en fait. Et donc, les séances se suivent de manière très régulière. Pendant ces séances, c'est des questions très personnelles qui sont posées. Donc, on se confie beaucoup. Et moi, je me confie beaucoup à cet auditeur que je trouve hyper gentil, hyper doux, hyper à l'écoute, très souriant. Et de temps Il lui en temps, apporte même, tout ce que Adrien lui on passe apporte des fois pas. 20 minutes à pas faire cette session, en fait. On parle des choses qu'on aime, de la cuisine qu'on aime, des groupes de musique qu'on aime. Enfin, et moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est-à-dire que je finis même par penser à lui en dehors des séances et à avoir hâte de le retrouver. Et il commence à m'envahir complètement l'esprit. Au bout de quelques semaines, je pense à lui constamment et je me dis waouh, là j'ai un problème. Je crois que je suis en train de développer des sentiments pour lui, c'est très problématique. Ça en devient tellement problématique que je commence à angoisser sur le sujet. Je vais à ces séances d'audition 3 à 4 fois par semaine et ça dure 3-4 mois. Je décide déjà d'en parler à Adrien parce que je vois pas 1200 comment €, je vais frère. pouvoir continuer en fait avec cette problématique qui est en train de me bouffer et c'est surtout je peux pas mentir Bon, à allumé, Adrien en wesh. fait. C'est insupportable de le voir tous les jours et de pas lui dire que je suis en train de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc Je suis en Suisse, là. l'après-midi, il est en train de travailler sur son bureau. Il est Putain, sur j'aurais son pas dû faire ordinateur. en Suisse, frère. Il est dos à moi et je me dis il faut que je lui dise. Je me mets à trembler, j'ai hyper peur. Je vais devoir lui dire. Et je me demande non, je suis comment en il va France. réagir. Et je lui dis Ah non, écoute je suis en Suisse, Adrien, il je faut crois. que je te dise, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de mon auditeur. Il me dit que c'est une bonne chose en fait. Il me dit que c'est normal qu'il se passe des choses pendant l'audition. C'est pas surprenant, lui il est pas du tout surpris. Ce sont des choses qui arrivent parfois en audition. On peut tomber amoureux, ouais. C'est-à-dire que lui, il est déjà tombé amoureux Quand en audition. j'annonce à Adrien que j'ai des sentiments pour mon auditeur, j'attends une réaction de sa part qui me montre qu'il est amoureux et fâché. Je sais au fond de moi que c'est un peu stupide d'attendre ça, mais en même temps, j'ai besoin de c'est cette normal, preuve en vrai. d'amour, en fait. Et je crois que c'est la première fois que j'envisage en 10 ans de quitter Adrien pour partir avec ce mec. Alors Wesh. que cette personne n'est pas disponible, en fait. Et que c'est pas vraiment un amour extrêmement rationnel, en fait, mais je suis complètement perdue dans ma vie sentimentale et dans ma vie tout court, en fait. C'est vrai, c'est un pire. pire. Adrien, il est en pire, hein. Mon auditeur, parce que en fait, si je continue comme ça, C'est normal de tomber les amoureuse. séances de là vont pas bien se passer. Et puis, C'est que tu vas aller moi, mieux. J'arrive plus à le regarder dans les yeux. J'arrive plus à mentir, en fait. En plus, le mensonge, c'est mal. Donc voilà, le mensonge en scientologie, c'est absolument pas toléré. J'ai vachement de mal à lui dire. Je bégaye. Je suis mortifiée de Après, gêne. ouais, C'est si elle l'enfer. aime plus, elle aime plus. Hein. Et Si elle aime plus, au moins elle va lui dire, les gars. comprendre que j'ai des sentiments pour lui. parce Au moins, elle va lui qu'il dire me tend direct, les gars. En fait. Et en fait, il est complètement. Si elle l'aime plus, les gars. désarçonné, complètement. Et il pique un phare et il prend ses dossiers qui sont devant lui, il les rassemble et dit il faut que j'aille voir quelqu'un, il faut que j'aille voir comment on fait. Et il me laisse toute seule dans la salle. Et je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi? Du coup, je me retrouve dans une salle après avec une autre personne, donc avec l'auditeur, dont je suis complètement en crush, et une autre nana qui m'ouvre un livre pour m'expliquer qu'il y a 3 sortes d'amour. Ils sont en train de me lire les 3 sortes d'amour qui existent selon la scientologie. Et là, je suis très en colère et j'ai honte. En fait, j'ai l'impression d'être humiliée. J'ai mon crush qui est à côté. Je pense à Adrien, j'ai l'impression d'avoir fauté. Et j'ai quelqu'un qui est en train de m'expliquer ce que c'est l'amour, quoi. Genre, à moi. Qui peut m'expliquer à moi ce qu'est l'amour alors que j'ai l'impression de ne faire que ça, de n'aimer que Adrien depuis 10 ans. Je suis une experte de l'amour, en fait. Et je décide de quitter la salle. Je veux plus en entendre parler. Et du coup, je décide d'arrêter aussi mes séances d'audition. En 2018, Adrien fait ce qu'ils appellent des intensifs. C'est-à-dire qu'il va très très régulièrement à l'église de Scientologie pour faire de l'audition de façon intensive, donc plusieurs heures. C'est une grosse étape pour Un lui, bout de c'est camp, très bizarrement. important. Et du coup, je suis un petit peu obligée de faire avec et de plus trop passer mes soirées avec lui. Du coup, je vois mes amis de ma communauté. Je vais dîner chez eux
très régulièrement. Il y en a qui vivent pas loin de chez moi. Mais je comprends rien, Et frère. un soir, donc, je vais dîner chez un couple d'amis et Mais là, ils restent je ensemble, rentre là. plus tôt que prévu. Mais là, parce que elle j'ai va mal avoir au un autre ventre, donc, crush. je les abandonne. Jusqu'au moment où elle sort vraiment avec son crush et elle sort d'Adrien. Et quand j'arrive chez moi, je vois de la lumière dans mon salon. Il devrait pas y en avoir, parce que Adrien, il est censé rentrer Oh putain. à 23h. Donc je suis très étonnée, il est 21h30 et je vois de la lumière. Et je rentre et en fait, je le retrouve emmitouflé dans un plaid, assis sur le canapé, dans une position recroquevillée. Merde, je me suis trompé de sortie. Pas habituelle. En fermant la porte et en me dirigeant vers lui, je vois qu'il pleure, mais il pleure beaucoup. Je suis vraiment paniquée parce qu'en fait, je l'ai jamais vu comme ça. Ça fait bien plus de 10 ans qu'on est ensemble et je l'ai jamais vu dans un état pareil. Donc je me demande si s'est passé quelque chose dans sa famille. Je m'attends au pire en fait, parce qu'il a l'air d'être vraiment mais au bout de sa vie quoi. Genre vraiment. Et j'essaye de lui faire dire mais qu'est-ce qui se passe? Et il arrive pas. Il arrive juste pas à me le dire. Il faut que je le force, que je demande, que je répète. Et il finit par me dire qu'il peut pas me sauver. Dans ces séances, en fait, il a compris quelque chose. Ça a été une révélation pour lui. Il a compris qu'il pouvait pas me sauver. Putain. Et que ça le rendait très malheureux. Et que. Mais il l'aime finalement, vraiment à la peut-être que je mort. serais Hein. plus heureuse sans lui. Alors là, pour moi, c'est le choc, quoi. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Et j'ai l'impression que je vais le perdre. Il a cherché toutes les solutions. Jusqu'au moment où il a dit c'est mort, je pourrais pas te sauver. Ça va pas super bien, mais là. Tu seras plus heureuse sans moi. Il est en train de me quitter et donc je panique. Je lui explique qu'il ne peut pas balayer plus de 10 ans comme ça, juste parce qu'il a vu quelque chose en séance, quoi. Tu peux pas m'abandonner comme ça. Tu peux pas juste mettre fin à notre relation comme ça sur un coup de tête. Donc je panique énormément et en fait je suis en train de le rassurer, en train de lui dire pourquoi il ne faut pas qu'il le fasse, pourquoi c'est une erreur et pourquoi il n'a pas à me sauver aussi. Pourquoi il n'a pas à culpabiliser de ça parce que c'est pas sa faute, que je suis comme ça en fait et que je trouverai une solution et qu'un jour ça ira mieux. Malgré cette Après, elle a dit, elle était plus attirée par lui. Elle l'aime, je crois encore, mais vas-y. Il décide de rester avec moi, de pas me quitter, de donner une chance encore à notre couple. On change d'appartement, on change d'environnement complètement. Et mon état ne s'améliore pas. Je suis toujours aussi triste, mélancolique. J'ai toujours beaucoup de crises d'angoisse, d'anxiété. Bah, je crois qu'il avait raison en fait. Ça s'accompagne des douleurs dans mon corps. Eh vas-y, casse pas les couilles, frère. Très intense. Je vais voir toujours beaucoup de médecins. Les médecins, ils n'arrivent toujours pas vraiment à mettre un mot sur ce que j'ai. Ils me parlent quand même énormément d'anxiété à chaque fois. Enfin, c'est toujours ce qui revient et moi, je refuse d'admettre que c'est ça en me disant non, j'ai autre chose en fait. Il faut que vous trouviez ce que j'ai. Donc, on est toujours dans ce train-train-là et j'autorise toujours Adrien à essayer des choses sur moi. Je ne vais plus à l'église, mais je l'autorise à faire des essais, des séances avec moi. On fait même maintenant, il est passé lui-même auditeur, donc il peut me faire des séances d'audition à la maison. Donc on en fait aussi à la maison. Mais une séance d'audition, c'est juste discute en soi. Dans la recherche d'une amélioration à travers la scientologie. Mais là, je suis clairement arrivée à un point où je sais très bien que ça ne sert à rien. Et je ne fais que ça pour lui faire plaisir et pour me rapprocher. Mais il t'a dit barre-toi, wesh. J'ai l'impression qu'il est déjà en train de m'échapper. Il t'a dit qu'il y avait plus de solution. Si je refuse de faire ça, je vais le perdre complètement. Après 10 ans et tout, ça j'avoue c'est dur quand même. Mon état mental à ce non les gars, moment-là, 10 ans, wesh. est assez dramatique. J'ai mon corps. Le mec derrière, nique ta grand-mère, c'est bon, arrête de klaxonner, frère. J'ai des crises de larmes tellement j'ai des douleurs. Je commence à avoir des tics. J'ai peur de sortir parce que j'ai peur d'avoir une crise d'angoisse dans la rue et de pas savoir quoi faire si je suis toute seule. Je vois de moins en moins mes amis parce que j'ai peur d'avoir une crise d'angoisse devant eux et qu'ils ne comprennent pas. Donc je m'éloigne de mes amis. Mes amis ne comprennent pas parce que je ne verbalise pas vraiment pourquoi je ne les vois plus. Je leur dis juste que j'ai pas la tête à ça ou que j'ai autre chose à faire. En fait, je leur dis pas que je vais hyper mal parce qu'en fait, j'ai hyper honte et que je ne sais pas que je suis en dépression. En fait, je ne le sais pas, je ne le verbalise absolument pas à ce moment-là. C'est mon corps qui le verbalise à ma place. Et c'est un séjour chez ma mère où je suis dans un état. Je pèse 45 kilos, j'ai des cernes, j'ai des cheveux ternes, désolé, je suis pas jolie, vraiment, enfin, c'est une catastrophe.
Je pleure pour un rien, je me plains tout le temps de douleur. C'est ma mère qui finit par me dire, écoute, je pense que... Ouais, tu je vais fais une aller mutation. Vas-y, nique ta grand-mère la pute d'ici, c'est bon, Dans un frère. état physique très compliqué, du coup, je mets en place une sorte de petite routine, un petit rituel où je prends un bain le matin au réveil et je prends un bain le soir avant de dormir. C'est la seule façon que j'ai trouvé de calmer mon corps et mon esprit. Et Adrien propose pendant ces moments-là de me faire la lecture, ou plutôt que je lis Putain, j'ai pas certains entendu. passages de livres de scientologie. Donc il s'assoit, il prend un petit tabouret, il s'assoit à côté de moi quand je suis dans mon bain et il me tient le livre à bout de bras et il me fait lire certains passages. Il me Si, demande mais j'ai acheté j'ai un bien camion, compris. période. Il me les fait relire parfois quand... Là, j'envoie une je mission à suis des 50K, mots que là. Je comprends pas très bien. Et je déteste ces moments-là. J'ai l'impression d'avoir 12 ans, j'ai l'impression d'être extrêmement infantilisée. Je suis nue dans un bain. J'ai qu'une envie, c'est de déconnecter mon cerveau. Putain, Mais j'ai en même niqué temps, mon camion. Je continue d'accepter ça À cause parce de que, l'autre connard qui fait que de ça me klaxonner. rapproche de lui en fait. Ça me rapproche de lui et que j'ai tellement besoin de lui. J'ai tellement besoin qu'il s'occupe de moi en fait. J'ai tellement besoin que quelqu'un s'occupe de moi que même ça en fait c'est s'occuper de moi. Mais Donc, elle nous rend je fous, peux elle, le hein. faire. Une nuit, je me réveille et je me sens vraiment pas bien. J'ai mal au ventre, j'arrive pas à respirer. Et j'ai des crises de douleur encore qui sont effroyables. Et je commence à avoir un sentiment de panique très fort. Putain, Et mon j'ai camion, il est l'impression d'avoir plein de baisé, mots dans ma frère. tête. Des phrases, des mots qui s'entrechoquent, c'est le bazar. J'arrive pas à avoir l'esprit clair. J'ai l'impression que je suis en train de devenir folle. Je sais plus comment je m'appelle, je sais plus en quelle année on est. Et je me mets à hurler et à être au sol et à hurler. Et Adrien accourt pour voir ce qui se passe. Il me trouve par terre en train de gesticuler et de hurler. Et je le supplie de m'amener à l'hôpital. C'est une vraie supplique, je pense que je vais mourir en fait. Je me dis ça y est, c'est soit je vais mourir, soit je vais rester dans cet état-là toute ma vie et je vais finir folle, alliée toute ma vie. Donc on finit par aller aux urgences psy, qui me donnent très rapidement un médicament pour calmer ma crise en fait. Et là il n'y a plus le choix, de toute façon il faut que j'en prenne un en fait. Et je vois en fait Adrien discuter avec un psychiatre du service. Et dans ma tête, je me dis c'est la chose la plus improbable qui peut arriver. C'est de voir mon mec, scientologue, en train de discuter avec un psychiatre de mon état mental. J'ai l'impression d'être un cobaye en fait. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je savais que t'allais faire ça, espèce de kharaï, va. Ils vont te permaban du cerveau, là, tu étais bête ou quoi, frère? On est en décembre 2019 et notre couple va vraiment très très mal. J'arrive plus trop à savoir si tout ça, ça vaut encore le coup. En fait, je vois pas d'avenir. Oh, déjà, je vais te Je suis bannez-le vraiment du chat, s'il vous désespérée. plaît. Je me dis, il va falloir que j'en parle en fait à ma mère parce que j'ai l'impression qu'on va se quitter. Et Après, je vais le bloquer j'ai avec mon vraiment besoin compte. de parler à ma mère. Et j'ai vraiment besoin de lui dire la vérité. Parce que Follower j'ai depuis jamais dit la 2020, vérité je à m'en ma bats mère. les couilles, C'est la bannez-le, vérité. permaban, J'ai frère. besoin de lui dire que Adrien est scientologue en fait. Donc je l'appelle. Ça fait une heure, Et il je fait lui ça, dis, wesh. écoute maman, il y a un truc que je t'ai jamais dit sur Adrien. S'il me connaît depuis autant de temps, il sait que ça me rend fou, frère. Ce genre de phrase, c'est quand même hyper suspect. Et j'arrive pas à lui dire. J'arrive Raison de juste pas à plus, lui dire, frère. C'est juste un mensonge qui a presque 13 ans, quoi. Donc j'arrive pas à lui dire, en fait. Et je finis par lui dire. Je finis par réussir à sortir ces mots de ma bouche. Et elle me dit, je savais qu'il était bizarre. On passe Noël avec Adrien chez ma mère et son conjoint. Et donc, c'est la première fois qu'on va chez ma mère et qu'elle est au courant que Adrien est scientologue. Elle l'avait déjà vu de nombreuses fois, mais là, c'est la première fois qu'elle le voit sous son véritable jour. La daronne, elle va l'allumer. Ma Hein. mère est polie. Voilà, elle pose quelques questions, mais elle enfonce pas plus le truc. Par contre, son conjoint a beaucoup plus de questions. Il est beaucoup plus méfiant, lui. Je suis assez étonnée parce que j'ai jamais vécu cette situation, en fait, encore avec ma famille. Et je suis assez étonnée de le voir autant méfiant. Moi, je prends beaucoup la défense d'Adrien. Je sais même plus pourquoi je le fais. J'ai l'impression que c'est toujours le rôle que je dois tenir, quoi. Mais au fond de moi, je sais qu'ils ont raison. Mais c'est juste que je continue toujours à remplir mon rôle de petite copine, quoi. On est dans un stade de la relation où clairement la relation est en train de mourir à petit feu. On a des conversations Ça fait très 10 ans, profondes, quand même. lui et moi, très tristes. Elle est en train de mourir à petit feu. Il a une vision de moi qui j'estime être complètement erronée. Il me dit que je suis quelqu'un qui n'aime pas la vie alors qu'il aimerait que j'aime la vie. Je ne me vois pas du tout comme ça. J'aime la vie, mais c'est juste que la vie est difficile. Moi, je lui dis que je pense qu'il est dépressif.
parce qu'il faut savoir que Ouais. Adrien, ça fait quand même des mois et des mois et des mois que je l'ai pas vu sourire ou que je l'ai pas entendu rire. Je pense qu'il est dépressif. Et J'essaie un je peu lui quand dis, même. et il me répond, je ne peux pas être dépressif, je suis scientologue. Je sens que j'arrive plus à l'atteindre, je sens que j'arrive plus à communiquer avec lui. Quand je le regarde dans les Voilà, yeux, c'est fini, là. j'ai l'impression qu'il est loin, il est à des kilomètres de moi. Il me parle du fait qu'il a une mission à accomplir. Je sens qu'il y a une vraie radicalisation qui est en train de s'opérer. Et je peux plus. Je suis arrivée au maximum. Je me dis que plus, c'est peut-être passer par la fenêtre. J'ai plus de solution. Donc je décide de faire un break. Je lui dis que j'ai besoin de réfléchir. Que là, je peux plus. J'ai tout Ça y est, donné. break de quoi? C'est fini. Il part de l'appartement pour revenir 10 minutes après, pour essayer de trouver une solution, pour dire que c'est peut-être le fait que je sois devenue végétarienne qui a changé notre relation, que, je vois le monde tout en noir. Et je dis mais non, c'est pas ça en fait. C'est pas parce que j'ai arrêté de manger des animaux, ça n'a rien à voir. Et en fait, je prends tout ce temps Le manque de séparation protéines. pour réfléchir. Et je prends un matin, je prends une douche, je sors de ma douche et il se passe un truc dans ma tête qui m'était jamais arrivé, c'est que j'ai une image de moi dans un appartement seul avec mes chats. Et cette image, c'est une image qui est liée à un sentiment de bonheur intense et de soulagement. Et en fait, je comprends que j'ai eu un déclic et qu'en fait, il faut que je quitte Adrien tout de suite. J'appelle mon meilleur ami pour lui dire, écoute, j'ai compris en fait, il faut que je le quitte, il faut que je me casse. Je convoque Adrien quelques jours après pour lui annoncer la nouvelle. Je lui dis que je veux le quitter. Il n'en revient pas. Je crois Comment qu'il est ça? très surpris. Je pense qu'il se disait que j'aurais jamais le courage de le faire. Mais j'avais mon téléphone serré fort dans mes mains et dans ce téléphone, il y avait mes amis, il y avait ma mère, il y avait tous les gens que j'aime qui étaient là, je sais qu'en Ouais, il est dur à quittant, je manquer. ne perdrai pas ces gens-là. Et ça a duré 5 minutes, la séparation. Il m'a dit qu'il ne parlerait jamais de moi en mal, qu'il viendrait récupérer ses affaires. Il a à peine versé une larme, il avait les yeux légèrement embués, mais très légèrement. Et il est parti. J'aurais lui reproché de pas Quand pleurer. j'ai pris cette décision, c'était en mars 2020. Je venais juste de fêter mes 30 ans. Juste après la rupture, grosse surprise, on est confinés. Adrien part s'installer chez un ami. Je garde l'appartement. Et je te comme souhaite suis le dans plus un grand état, malheur du assez monde. déplorable parce que je suis quand même en rupture. Et en rupture avec ce qui était mon amoureux, puis un peu en rupture aussi avec Tellement marrant de le faire monde ça, hein. qui est légèrement en train de s'effondrer. Voilà. Ma mère vient s'occuper de moi. Elle passe du temps avec moi pour déjà, entre guillemets, me forcer à prendre des médicaments. Éclaté, je suis désolé, ça le C'est rageux. qu'elle me moi. rassure en fait. C'est De qu'elle me plus, dit moi. que ça va, que c'est pas ce qu'on m'a dit, que ça va m'aider. Donc je vais chez le médecin généraliste, il me prescrit tout. Des anxiolytiques, des antidépresseurs. Enfin, je raconte vaguement à mon médecin ce qui m'arrive. Et vu mon état, vu mon poids, là c'est plus possible quoi. Il faut absolument un traitement parce que là je suis au bout du bout. Elle me raconte pas ta vie, je m'en Donc, bats les je couilles, prends frère. ces médicaments. Ma Le mère mec, me fait arrête de manger. m'écrire, c'est un gars, j'en ai Ma rien mère à foutre s'occupe de ta moi, vie, je dors m'en bats les beaucoup. couilles, frère. Et on décide Voilà, de tu peux pas faire laisser les gens un grand tranquilles, ça fait ménage dans longtemps, l'appartement. frère. Me dis pas, je suis On a tout ça à désolé. faire, on est confinés. Arrête de mentir, voilà. Et ma mère découvre sous mon lit Je suis désolé, des frère. dizaines et des dizaines et des dizaines d'ouvrages. Regarde le stream depuis sur 2020, frère. T'es pas désolé, extrêmement tu te fous de ma gueule. Elle les réunit contre un mur, ça prend, je sais pas, peut-être un mètre de haut sur Je sais 2 pas, mon mètres. slash fixe, il est pas Elle fait disponible. une photo pour l'envoyer à son conjoint en disant mais regarde sur quoi dormait ma fille en fait. Voilà, tout devient réel, elle voit en fait ce qu'était mon quotidien. Elle découvre une énorme mallette aussi chez moi et dans cette mallette en fait il y a un électromètre. Et en fait elle découvre Ah, mais mon en fait, mon camion, il est environnement qui baisé, était les caché. gars. Quand ma mère venait me voir à Paris, c'était caché, c'était dans des placards. Thank c'était you, The sur le Rock. lit, c'était bien, voilà. Et du coup, je profite de tout ce temps de confinement pour récupérer de manière accélérée, puisque je n'ai pas à travailler. Mon activité de photo est en stand-by. Là, j'ai rien En entendu. 3 semaines, un mois, je sens déjà que je suis en train de reprendre des forces et que je suis en train tout doucement de sortir des enfers et de rejoindre les vivants, quoi. Pendant le confinement, il y a les fameux visio apéro. Donc je suis avec tous mes amis, ça me fait vachement plaisir de les voir. Je me sens quand même un peu dans Visio une forme apéro, de l'angoisse. convalescence. Peut-être une convalescence peut-être un peu incomprise par certains parce qu'ils connaissaient Adrien et je pense que c'était difficile pour eux d'envisager, d'imaginer ce que je pouvais vivre une fois la porte fermée. Parce que Adrien, il avait l'air de toujours vouloir mon bien en fait. Et moi j'avais l'air d'être très amoureuse de lui. Donc on donnait une image peut-être de couple
un peu trop fourrés ensemble H24 et très dépendants l'un de l'autre, mais en même temps, ils ne pouvaient pas s'imaginer à quel point c'était quand la porte était fermée. Ils savaient, tout le monde savait que Adrien était scientologue, mais pas au point que la scientologie était une troisième entité dans notre maison. Mais il va rien se passer là. Donc ça a été assez compliqué pour moi de leur faire comprendre à quel point j'étais dans un état de convalescence et que j'étais en train de sortir d'années épouvantables pour ma santé mentale en fait. Non. Je sors libre du confinement et je sors libre et célibataire. Donc j'ai une sorte de liberté totale, une liberté qui est extrêmement vertigineuse même. J'ai les médicaments qui marchent, qui sont vraiment efficaces. Alors qu'on m'a toujours dit de m'en méfier, je crois que j'ai jamais eu autant de stabilité émotionnelle. En fait, j'ai la tête enfin légère, j'arrive juste à souffler, à respirer. J'ai vraiment l'impression d'avoir quitté le monde des morts vivants. Et là, elle va trouver un nouveau mec. Clairement, c'est la sensation que j'ai. J'ai l'impression d'avoir enfin un futur, un avenir. Plus rien. En fait, j'ai plus de barrière devant moi. Je suis plus dans une cage de verre qui m'empêche de voir au-delà des 3 prochains mois. En fait, j'arrive enfin à me projeter sur ce que j'ai envie de faire, sur mon déménagement, sur mon boulot, sur mon écriture. J'ai de nouveau des envies de bouger. J'arrive à ressortir complètement. J'ai plus peur de sortir, j'ai plus peur de voir mes amis. J'ai quasiment plus aucun tic nerveux, j'ai quasiment plus aucune crise d'angoisse. Je découvre les applications de rencontres. Je découvre Tinder. Que en fait, je suis hyper indépendante. Je découvre que je suis largement capable de tout faire par moi-même. Je suis hyper organisée comme personne, je suis hyper capable. Et un tournant majeur dans ma vie, c'est de prendre mon premier appartement, le tout premier. J'ai 30 ans et c'est mon tout premier appartement. En vrai, ouais, elle a vraiment... Il y a juste écrit mon nom de famille, en fait. Elle a vraiment perdu 15 ans, frère. Il n'y a pas écrit moi et quelqu'un d'autre. Non, il y a écrit... Et personne l'a emprisonné, ouais, mais c'est pas aussi simple que ça, les gars, wesh. J'ai récupéré mon individualité, j'ai récupéré mon libre arbitre. Et c'est moi qui décide de tout maintenant. C'est pas aussi simple que ça, les gars. De prendre ces médicaments si j'en ai besoin. Il n'y a personne qui va me dire comment penser ou comment agir. Et je sors extrêmement rapidement de ma dépression. Vraiment, c'est assez impressionnant. À partir du moment où je suis sortie de cette relation... C'est tellement simple, c'est vraiment pas simple, frère. Qui j'étais... T'es pas dans ses bottes, wesh. Et ma mère me le dit d'ailleurs, elle me dit j'ai retrouvé ma fille. Elle me dit je pensais l'avoir Elle raconte ça dans un podcast en 1 heure, mais... Dans le regard d'autres hommes. On n'a pas tous les détails et tout, de comment elle se sentait et tout, tu vois. Dans le deuil de ma sexualité. Le mec Adrien, comme elle a dit, il a toujours voulu son bien, enfin, de son APOV, tu vois. J'ai beaucoup de retard à rattraper, donc mes copines m'aident beaucoup sur quoi faire, pas quoi faire. Enfin, elles me préviennent de choses. C'est juste que nous, on veut de la dinguerie, t'as un film de Franck Gastambide, mais... Parce que j'ai un besoin de consommer la vie. J'ai énormément de retard. C'est juste une histoire... Aujourd'hui, personne normale. Avec le recul, ça fait 3 ans que j'ai quitté Adrien. Je sais que c'était la meilleure décision pour moi, que probablement c'était aussi la meilleure décision. Le pire exemple, non mais t'as capté, qu'il se passe n'importe quoi. Elle m'a appris à découvrir comment je pouvais aimer et comment il ne faudrait peut-être plus que j'aime. L'horrible exemple. Mais c'est le but de l'exemple en fait. À tester certaines de mes limites et je sais que je ne veux plus atteindre ces limites. Et qu'aujourd'hui je me sens vraiment en vie en fait. J'ai l'impression que je suis en vie que depuis 3 ans. J'ai pas envie de condamner. Je suis son plus grand homme de l'histoire, wesh. J'ai pas envie de condamner ses actions parce que je pense que lui aussi c'est une victime. Alors après ma rupture avec Adrien, je ne l'ai revu que 2 ou 3 fois pour qu'il récupère ses affaires, puis après pour qu'on rende l'appartement. Mais après ça, il m'a bloqué de partout sur les réseaux, il m'a bloqué mon numéro de téléphone. Je ne peux plus du tout rentrer en contact avec lui. Donc je n'ai plus du tout de nouvelles. J'espère que lui aussi, il a trouvé la paix, comme moi j'ai pu trouver la mienne. J'aimerais te dire à mon moi de 18 ans, ça va pas être facile, franchement. Ça va être très compliqué, mais tu verras, en fait, à la fin, ça se finit bien. Ça se finit même super bien pour toi. Ça va t'apprendre beaucoup de choses. Ça va t'apprendre la résilience. Ça va t'apprendre le courage. Et c'est surtout qu'après, ça va, en vrai, j'avais peur qu'elle déprime parce qu'elle ait perdu autant d'années. Qui sont allés dans une secte et qui sortent d'une secte sont largement capables de récupérer ce qu'on leur a volé. C'est-à-dire leur individualité et ce qu'ils sont profondément. Moi, on me l'a arraché pendant quelques temps. Clairement, on me l'a arraché.
Mais en fait, j'ai En réussi vrai, à si, la les gars, récupérer moi je trouve l'histoire, elle était parce que je stylée suis en bien vrai. entourée, j'ai des amis en or, j'ai une maman aussi qui s'est occupée de moi et je me suis accomplie aussi par mon travail et par de nouvelles rencontres que je fais tous les jours. Maintenant, depuis, je suis plus du tout fermée aux autres. Bien au contraire, je suis ultra ouverte. Avant, je ne faisais jamais de nouvelles rencontres. Maintenant, j'en fais beaucoup. Et j'espère que ça va continuer comme ça pendant encore super longtemps. Mais les gars, faut juste pas s'attendre à ce qu'il y ait une fusillade dans l'histoire, les gars. No joke, l'histoire, finalement. Au début, j'étais en mode non, faut qu'il y ait une chute et tout. Mais en vrai Vous pas venez forcément. d'écouter Transfert, épisode 267, un témoignage recueilli par Estelle Njanjo. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction C'était vide. éditoriale, Christophe Caron. Les gars, ouais, je faisais des ouf Direction ou de quoi? la Comment ça, c'est production, vide? Sarah Koskiewicz. Bah, c'est de la Direction dinguerie dans sa artistique et vie à la musicale, meuf. Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Non, Septem-Ours. Kamel, c'est nul. Mais toi, t'as pas Chargé aimé, de mais wesh, tu vas pré-production, pas me dire si j'ai aimé Astrid ou pas, Verdun. moi, frère. Dérochage, Estelle Njanjo. Prise de son, Johanna Lalonde. Réalisation, Victor Benamou. Musique, Arnaud Denzler. L'introduction C'est des histoires a été vraies, ouais. écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Pause musique, je Retrouvez vais vraiment Transfert envoyer un tous les autre jeudis podcast, sur les gars. Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert. Elle dure pas longtemps, celle-là. Papa, dépêche-toi, on va être en retard. Mais ma chérie, y a pas école? Oh, mais je voulais faire un tour dans la Volvo. Ok, mais c'est moi qui choisis la musique. Ouais. Faites de chaque moment des moments qui comptent. Avec le Volvo EX30, le SUV compact 100% électrique des 290 € par mois. Ah, c'était pas le meilleur podcast, les gars, mais je vous jure, ça allait. Vous abusez. 850 € ramené à 5500 après déduction du CE, 350 € si accord Volvo Car Finance jusqu'au 31 août. Conditions sur Mais t'es con sur ton volvo.fr. compte Spotify? Ouais, ça fait partie de la vidéo, en fait. Ils ont mis la pub dans la vidéo, en fait. C'est pas comme si c'était en mode, il y a une pub. En 2016, Tinder lance Tinder Social, une nouvelle option pour organiser des soirées entre amis. Sauf que cette Oh. fonction importait automatiquement votre liste de contacts Facebook inscrits sur Tinder sans leur consentement. Celles et ceux qui utilisaient l'application en secret étaient démasqués. Face au bad buzz bien compréhensible, Tinder a vite rétro-pédalé. Le réseau social de dating a sensiblement modifié son positionnement et propose désormais l'option Friendzone, qui permet d'annoncer que l'on ne recherche pas un rencard, mais des amis. Quand Lucie s'inscrit sur l'application en 2015, ces fonctionnalités n'existent pas encore. Peu s'inscrivent pour se faire simplement des amis. Mais il n'est pas impossible d'en trouver. C'est du moins ce qu'elle croit quand elle rencontre Benoît. Vous écoutez Transfert, épisode 301, un témoignage recueilli par Myrène Garay-Coetchea. Je me suis mal au dos en conduisant. Je sais pas pourquoi je sens que ça va être un classique, celui-là. Putain, le trajet, il est En infini, 2015, ma gueule. Fin août, je suis diplômée de mon école d'ingénieur et je décide d'aller travailler à Londres. À 26 ans, je sors donc d'une longue période d'études où j'ai beaucoup fait la fête, j'ai adoré ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi une ville avec plein de gens, plein de bars, plein de boîtes. Je cherche vraiment à habiter en plein centre d'une ville pour justement avoir plein d'endroits où sortir. Je Ok. trouve une coloc avec 2 Italiens, un garçon et une fille qui étaient étudiantes et lui qui travaillait dans le cinéma. Et Comment on ça s'entend peut- tout de ouais. suite super bien. On a un grand appart dans le plein centre de Londres. Et eux, ils sont installés depuis longtemps, donc ils connaissent déjà plein de gens. Tout de suite, je suis hyper bien intégrée et on fait plein de soirées à l'appart. Et c'est une vraie coloc, c'est pas une cohabitation. Donc ça se passe super bien. Dans mon nouveau boulot, pareil aussi, beaucoup d'étrangers, donc plein de gens qui ne sont pas originaires de l'Angleterre. Et du coup, on sympathise tout de suite. Je me fais un bon groupe d'amis. Je m'inscris sur une application de rencontre en me disant que du coup, ça me permettra de rencontrer aussi des gens. Je suis célibataire. Je cherche plutôt une amourette. Sur Tinder, je rencontre assez rapidement Benoît,
qui est un Français qui est installé à Londres depuis assez longtemps. Et on sympathise assez rapidement. Il connaît plein d'endroits super à Londres. Il est tout de suite très sympathique. Il a l'air bienveillant et surtout, il a envie de me faire visiter des endroits super chouettes à Londres que lui a eu l'occasion de découvrir sur ses quelques années d'expérience à Londres. Ok. La première fois que je rencontre Benoît, il m'emmène sur un rooftop en plein centre de Londres. Et il est super gentil, il est très drôle, il a vraiment beaucoup d'humour. Je ressens tout de suite que c'est quelqu'un de bienveillant, quoi. Très à l'écoute. Physiquement, il est plutôt petit, il a la peau très blanche, il n'a pas énormément de cheveux et il a quelques rondeurs. Et c'est vrai que moi, mon type d'homme, c'était plutôt des personnes à la peau plutôt hâlée ou mate, d'allure très sportive, dynamique. Benoît ne m'attire pas du tout, mais par contre j'ai vraiment cette bienveillance envers lui où j'ai vraiment envie de m'en faire un ami. Putain. Avec Benoît, on se voit très souvent dans des endroits superbes à Londres, beaucoup de rooftops avec vraiment des vues super lointaines sur la ville, où on y mange et on y boit très bien en général. On fait aussi des soirées dans des salles de cinéma assez atypiques, avec des grands sièges, des grands fauteuils, des choses qu'on voit plus. On peut manger en regardant le film. Vraiment, il m'emmène dans des endroits que lui a découvert. Il s'est fait match, il devait être trop heureux, miskin. C'est quelqu'un à qui on a envie de se confier. On lie ce lien d'amitié et on se raconte nos vies pendant des heures. Il est gentil. En se baladant dans Londres. Tout de suite, le courant passe bien. En novembre, un garçon de mon école d'ingénieur débarque à Manchester pour s'y installer pour du travail. Après quelques entrevues, on décide de se mettre ensemble, de se mettre en couple. Avec Benoît, on a tissé une vraie relation d'amitié, donc comme à tout ami, je l'informe que je me mets donc en couple avec ce garçon qui est arrivé à Manchester. Miskin Benoît. Ce soir-là, on était au McDo avec Benoît. Je pensais que Benoît allait bien réagir. Et en fait, je le retrouve en train de pleurer sur un banc. Je lui demande pourquoi et il me dit que finalement, en fait, il se rend compte qu'il ne supporte pas que je sois en couple avec un garçon. Après ce repas au McDo, Benoît m'écrit beaucoup de messages, plusieurs dizaines de messages par jour, où il attend une réponse de ma part assez rapide, c'est-à-dire que si je ne réponds pas dans les minutes qui suivent, je reçois des dizaines de coups de fil. Donc la relation commence à devenir un peu étouffante pour moi et je me rends compte qu'elle est moins saine que je ne la pensais puisque je vois bien que en fait, il a craqué n'est pas là. Heureux du fait que j'ai... Il a craqué les gars. Pour oublier tout ça, il décide de partir vivre en Australie. Ouais. Je lui dis que je trouve que notre relation n'est pas saine et que je pense qu'il faut qu'on coupe les ponts pour son bien, puisque je vois bien que ça le met dans des états L'overreact de fou. Le fait que je sois en couple. Il rentre donc en France dire au revoir à sa famille puisqu'il compte partir quelques mois. Benoît m'envoie une photo de la salle d'embarquement à Paris, direction l'Australie. Quelques heures plus tard, je reçois à nouveau un message de Benoît qui me dit que finalement, il se rend compte que vivre loin de moi serait trop compliqué et qu'il décide finalement de rentrer à Londres, qu'il accepte totalement ma relation avec mon copain et qu'il préfère m'avoir comme ami que de ne plus m'avoir du tout dans sa vie. C'est faux ça. Je trouve que sa réaction est très excessive et toujours pas saine. Donc je ne change pas d'avis sur le fait qu'on doit couper les ponts. Elle a bien raison. Donc je ne réponds même pas à son message où il me dit qu'il revient à Londres et qu'il a pris un billet pour l'Eurostar et qu'il arrive le soir même sur Londres. Elle a bien raison. Le lendemain du retour de Benoît en Eurostar, je reçois des messages de sa coloc suédoise et de l'une de ses amies qui a une sœur jumelle. Donc il va partir en couille là. Pour me dire qu'elles n'ont pas de nouvelles de Benoît et qu'il n'est pas rentré dormir à la coloc la veille au soir. Et que je suis la dernière personne à qui il a écrit. Donc elle me demande si j'ai des nouvelles depuis, si j'ai répondu et où est-ce qu'il peut être.
Je leur réponds que je n'ai absolument pas de nouvelles de Benoît, à part ce dernier message où il me dit « J'ai pris un billet d'Eurostar, j'arrive à 20h à Londres. Je n'ai absolument aucune nouvelle. » Je suis un peu énervée de l'attitude de Benoît, que je trouve très excessive dans notre amitié, mais je suis quand même inquiète puisque c'est quand même quelqu'un à qui je tenais il y a encore peu de temps. Je réponds donc que je n'ai pas de nouvelles. Et donc les filles me disent qu'il faut absolument qu'on parte à sa recherche et qu'on trouve où est-ce qu'il est. Après quelques heures, la coloc suédoise me dit qu'elle s'est renseignée auprès de la gare de King's Cross et que apparemment son portefeuille et sa valise ont été retrouvés devant la gare de King's Cross. Le 16 décembre, on est 48 heures après la disparition de Benoît. Et sa coloc suédoise me contacte pour me dire qu'elle a eu accès aux caméras de surveillance de la gare de King's Cross et que la police l'informe que sur ces vidéos, on voit Benoît traverser le passage piéton devant la gare et se faire renverser par une voiture puisqu'un camion gênait la visibilité pour traverser. Et donc, les secours arrivent et il est emmené, mais on ne sait pas où. Sa coloc et son ami me proposent de séparer la ville de Londres en 3, qu'on appelle toutes les hôpitaux un par un pour chercher où peut être Benoît. Donc on passe la soirée à appeler les hôpitaux en décrivant le physique de Benoît pour voir s'il est quelque part dans un hôpital à Londres. Sa coloc tombe sur un hôpital qui lui dit qu'effectivement, ils ont peut-être un jeune qui ressemblerait à la description de Benoît. Ah, je crois qu'elle allait refaire la description. Elle décide de se déplacer pour aller voir si c'est bien Benoît qui serait dans cet hôpital. Et quelques heures après, elle nous dit que ce n'est malheureusement pas Benoît qui était le garçon identifié par l'hôpital. Dans un autre Benoît hôpital, demandait à ses colocs d'envoyer tous ses messages dans le coma qui semble ressembler à la description de Benoît. Donc la coloc se déplace et effectivement c'est bien Benoît qui est dans le coma depuis donc son accident 48 heures auparavant. Sur la fin du mois de décembre, donc 3-4 jours après l'accident de Benoît, je prends le train pour aller à l'aéroport pour rentrer chez mes parents pour les vacances de Noël. Quand je reçois plusieurs messages de la coloc et de l'ami de Benoît qui me disent qu'il vient tout juste de se réveiller de son coma. Tellement lui qui lui envoie des messages la première personne qu'il a demandé, c'était moi, et qu'il souhaite me voir. Je réponds donc que je ne peux pas venir. Elles insistent beaucoup en me disant que je suis très méchante de ne pas faire passer Benoît prioritaire par rapport à mes vacances en famille. Je suis très énervée de leur comportement, surtout que voilà, j'avais déjà dit à Benoît que je souhaitais couper les ponts et je ne lâche rien, je rentre en France et je leur dis que je ne viendrai pas. Benoît se réveille et donc le diagnostic est qu'il a une amnésie entérograne, c'est-à-dire qu'il a des problèmes de mémoire sur le court terme. Dans un premier temps, je me dis qu'il m'a peut-être oublié, mais finalement non, puisque je suis la première personne qu'il a demandé à voir en se réveillant. Mais j'ai quand même des nouvelles toute la journée de ses amis qui me racontent qu'ils lui apprennent à refaire ses lacets, à refaire un nœud de cravate. Il est beaucoup accompagné par sa famille, ses parents qui sont arrivés de France et ses amis. Moi, pendant ce temps, mes vacances en famille se passent pas à merveille. Je suis quand même assez happée par tous ces messages toute la journée pour me donner des nouvelles de Benoît. Et j'ai aussi pas mal de pression mise par ses amis qui me disent que Benoît attend vraiment que je rentre à Londres pour aller le voir puisqu'il en a besoin. On va bientôt passer en dessous des 1000 km les gars. Au mois de janvier, je rentre à Londres et je propose à Benoît qu'on se voit. Et il me donne rendez-vous dans une pizzeria. La meuf est mais non, mais elle n'est pas chill par lui, elle l'aime pas. Elle veut rester amie avec lui. Elle lui a dit en plus. Dans cet endroit très sombre et Benoît était là, très fatigué. Elle a rien fait de mal pour l'instant. Avec des pansements sur les bras puisqu'il a eu beaucoup de perfusions pendant son hospitalisation. Il a l'air totalement abasourdi, vraiment quelqu'un qui sort de plusieurs semaines d'hospitalisation et qui a l'air très fatigué.
il me fait beaucoup de compliments, il me regarde d'une manière avec beaucoup de tendresse. Mais à la fin de la soirée, je lui dis que je n'ai pas changé d'avis et que je souhaite quand même que nous coupions les ponts, puisque je répète que je trouve que la situation n'est pas saine. Après quelques jours, je reçois un message de sa coloc qui est très inquiète puisqu'elle me dit que Benoît n'est pas dans sa chambre et qu'elle trouve du sang sur Ça, le il fallait pas drap. aller le revoir. Et donc elle me harcèle de messages pour savoir si je suis au courant de quelque chose et où peut être Benoît. Quelques heures après, Benoît m'écrit pour me dire qu'il s'est cogné la tête en se levant de son lit sur un mur mansardé et qu'il a beaucoup saigné du lit et il est donc parti aux urgences sans vouloir inquiéter sa coloc. Il a perdu beaucoup de sang et donc il doit se faire transfuser. Il m'envoie donc une ordonnance avec une liste de médicaments, sachant que je suis pharmacienne et que ma maman aussi est pharmacienne et du coup il voulait valider la prescription médicale. Ah ouais, il est fou. Suite à cet Ah, épisode, c'est galère, ce je mec. redis à Benoît que je veux couper les ponts, ce qu'il accepte. Et quelques semaines plus tard, il a à nouveau un problème Il médical. va jamais lâcher, il va venir fait tous les jours une demander des médicaments. allergie à la transfusion. À chaque problème de santé de Benoît, je suis contactée par ses amis qui me font beaucoup culpabiliser de m'être éloignée de la vie de Benoît, vu qu'il est très affaibli physiquement, vu qu'il est très mal psychologiquement. Donc j'accepte de le revoir sur du court terme après ses problèmes médicaux. Notamment une fois où il m'emmène dans un souterrain à Londres où il y a beaucoup de tags et où il décide un soir de m'y emmener pour qu'on traverse le souterrain. Et je ne saurais pas l'expliquer, mais ce soir-là, j'ai pas envie de traverser le souterrain avec Benoît et donc je lui dis que je préfère qu'on reste juste à l'entrée du souterrain pour regarder les tags de loin. Comme d'habitude, à la fin de la soirée, on se quitte en se disant qu'on trace nos routes séparément et que je lui souhaite le meilleur pour la suite. Quelques semaines plus tard, je suis contactée à nouveau par ses amis qui me disent que tous ses problèmes de santé récemment l'ont vraiment affaibli et qu'il a fait un infarctus et qu'il est donc hospitalisé dans un hôpital assez loin de Londres. Il est dans le coma, il a vraiment des difficultés à respirer également, et donc il est en assistance respiratoire. Je suis super inquiète pour lui, je me dis que ce qu'il traverse c'est horrible, il est super jeune, il a déjà beaucoup de problèmes de santé. Il a un infarctus et tout, c'est chaud quand même. Je me dis que je dois quand même être là pour lui, pour son entourage, pour les accompagner, parce que je sais que je compte pour lui, et j'espère vraiment qu'il va vite se rétablir. Sa coloc propose qu'on fasse un enregistrement de nos voix pour lui faire écouter, puisque même dans le coma, on peut nous entendre. Donc on décide de chacune faire un enregistrement pour lui parler. Ouais, elle est trop gentille en vrai. Moi j'y crois, puisque justement tout dernièrement dans ma vie perso, une amie de ma maman, il lui est arrivé la même chose et elle a entendu son entourage lui parler dans son coma. Donc c'est vraiment quelque chose qui me parle et je me dis que j'aimerais bien savoir si elle a déjà vu lui. ses colocs, ouais. Je passe une soirée à écrire un petit texte pour Benoît et je l'enregistre dans mon téléphone et je l'envoie aux filles qui sont présentes à l'hôpital à côté de lui. Tout son entourage est ravi de mon enregistrement qui était très attendu puisque je suis une personne importante pour Benoît. Et donc les filles lui font écouter dans sa chambre d'hôpital et me disent que c'est vraiment super, que toute la famille est enchantée de ce que j'ai pu faire pour Benoît. Quelques jours plus tard, l'état de santé de Benoît ne s'améliore pas du tout et comment c'est possible, dans un hôpital privé qui coûte très cher et les médecins commencent à avoir peu d'espoir pour la santé de Benoît. Mais toute sa famille, bien sûr, y croit vraiment, donc souhaite vraiment que Benoît soit hospitalisé le plus longtemps possible et qu'on lui apporte les meilleurs soins. Et donc ils essayent de rassembler un maximum d'argent pour maintenir le plus longtemps possible Benoît dans cet hôpital de haute qualité. Ses amis me demandent si je souhaite participer aux frais médicaux de Benoît, ce que je refuse catégoriquement. Je trouve que c'est
totalement inadapté de me solliciter pour une question financière. Parce que pour moi, c'est pas du tout correct de demander Déjà, elle a fait un vocal, faut pas casser les à couilles non l'entourage plus. Hein. amical, entre guillemets, de Benoît de subvenir à ses besoins médicaux. Je rentre le soir à la coloc et Elle est riche. je raconte à mes colocs que les amis de Benoît m'ont sollicité financièrement pour Mais est-ce qu'ils participer existent vraiment, aux soins ces amis, médicaux de frère? Benoît. On est le soir après le travail, on prend un petit apéro comme tous les jours à la coloc. Et donc il y a ma coloc, mon coloc, moi et le copain de ma coloc. Et mon coloc, qui a suivi toute l'histoire depuis le début, me dit mais est-ce que tu es sûr que Benoît est vraiment hospitalisé dans tel hôpital? Mon coloc propose d'appeler l'hôpital. Aïe, aïe, aïe. Putain! Papa, dépêche-toi, on va être en retard. Mais ma chérie, il n'y a pas école. Oh, mais je voulais faire un tour dans la Volvo. La pharmacienne me dit que mon coloc, moi et le copain de ma coloc. Oh, je suis un monstre. Et mon coloc, qui a suivi toute l'histoire depuis le début, me dit mais est-ce que tu es sûr que Benoît est vraiment hospitalisé dans tel hôpital? Mon coloc propose d'appeler l'hôpital pour demander s'il y a bien Benoît qui est hospitalisé là-bas. Moi, je suis totalement paniquée à C'est sûr qu'il l'idée est pas là-bas, de ouais. pouvoir ne serait-ce penser que, Moi, j'y crois au fake. que Benoît ne serait pas hospitalisé et pas en mauvaise santé. Et aussi, je dis à mon coloc que ce serait totalement déplacé pour la famille qu'un soi-disant ami de Benoît appelle pour vraiment vérifier s'il est hospitalisé. Je me mets à la place de la famille et je me dis, c'est dans une telle situation avec un enfant hospitalisé, c'est dramatique. En vrai, elle est carrée en vrai. Hein. En vrai, elle est carrée. Hein. Lui, en fait, il aurait dû le faire en scred Mon et coloc venir lui dire, regarde, il n'y a pas appelle d'hôpital l'hôpital, là-bas. ça sonne, le secrétariat décroche et mon coloc demande si Benoît est bien hospitalisé en service de cardiologie. On lui répond qu'il n'y a pas du tout de personne à ce nom et prénom-là. Donc je dis à mon coloc, décris la situation. Un jeune qui a vécu tout ça, c'est quand même très rare. Donc le secrétariat est ferme. Il n'y a personne dans cet hôpital qui a vécu tous ces problèmes médicaux. Je suis en état de choc. Je commence à comprendre un peu. Carrément, il voulait même essayer de lui gratter de l'argent. C'est un Benoît fou. n'est probablement pas hospitalisé. Il a combien de téléphones, Il wesh? n'a pas de problème de santé. Il a pas de coloc Et non tout plus. est Hein. mélangé dans ma tête. Je ne comprends plus grand-chose. Mon coloc me Il dit, s'est inventé pour être une sûr vie et que tout, ce wesh. soit vrai, ce que je te propose, c'est que demain, tu vas au travail comme tous les jours et tu écris à tous les amis de Benoît qui sont à l'hôpital avec lui que tu arrives juste après ton travail, dans la demi-heure qui suit, et tu vois comment ils réagissent à cette annonce. Le lendemain, je reçois des réponses de tout le monde me disant « Surtout ne viens pas, on est en famille, tout le monde va super mal le prendre si tu viens, surtout fais pas ça, ce serait très très Le mal coloc, vu, c'est un respecte monstre. la famille de Benoît. » On s'était dit avec mon coloc que si les gens ne voulaient pas que je vienne, ça voulait probablement dire, confirmer que Benoît n'était pas hospitalisé, et donc je devais bloquer tous les messages sur mon téléphone. Je suis au boulot, je suis en panique complète, je comprends tout. Je suis super mal, je tremble Quoi ce bruit de con, et je ouais. laisse mon téléphone entre les mains d'un collègue qui bloque tous les numéros pour moi. Je rentre chez moi et plus tard dans la soirée, j'ai une amie qui arrive de France que je dois aller chercher à la gare de King's Cross. En attendant qu'elle arrive, je raconte à ma coloc et à son copain, qui sont tous les deux présents à l'appartement, ce qui s'est passé dans l'après-midi. Et ça sonne à la porte. Ma coloc regarde par la fenêtre, elle se retourne et elle me dit « Il est là ». Oh putain. Je suis Histoire de fou, par contre. sous le choc, je pleure, je tremble de partout. Ma coloc vient me serrer dans les bras et son copain ne comprend pas ce qui se passe, on lui explique très rapidement. Et là, ça frappe à la porte de l'appartement. C'est-à-dire que des voisins ont dû lui ouvrir l'immeuble. Le copain de ma coloc ouvre la porte. Nous, avec ma coloc, on reste dans le salon. Et Benoît demande si je suis présente dans l'appartement. Le copain de ma coloc répond que je ne suis pas là, que je dois être encore au travail.
Et Benoît répond que c'est pas grave, il repassera. Quelques minutes plus tard, je dois partir de l'appartement pour aller chercher ma copine à King's Cross. Et ma coloc et son copain décident de m'accompagner pour ne pas me laisser seule dans la rue, sachant que Benoît était pas loin quelques temps avant. On ferme la porte de l'appartement et j'entends Benoît à l'étage du dessous. Je l'entends se racler la gorge et je le reconnais tout de suite. Je panique. Le copain de ma coloc décide donc de passer en premier pour descendre l'escalier. J'aperçois Benoît et il est en costard avec un énorme sac avec plein de cadeaux dedans. Donc je comprends qu'il sort du travail en fait. Il essaye de m'atteindre, il a l'air très agité et le copain de ma coloc l'arrête tout de suite et il commence à se battre. Fou quoi ce mec. Ouais. Les voisins entendent ce bruit et Histoire ils font de rentrer, dingue. nous les filles, et ils appellent tout de suite la police. Le copain de ma coloc emmène Benoît dehors, il continue à se taper et nous avec ma coloc on est chez les voisins, on s'installe à une table qui donne sur la cour de l'immeuble, donc on voit les garçons. Et pour dédramatiser un peu la situation, les voisins gentiment décident de nous servir un grand verre de vin rouge. Ah ouais, vu que c'est l'UFC. Je trouve que la situation est complètement lunaire. Tout a vrillé en quelques minutes finalement. Où je pensais que Benoît était hospitalisé dans le coma avec une assistance respiratoire. Quelques minutes après, il est chez moi en costard avec un énorme sac et plein de cadeaux. Je réalise que j'ai été trahie et qu'il m'a menti sur probablement tout déjà, non et que je ne sais plus qui est cette personne et qui il est, ce qu'il a vécu, je ne sais rien de lui. La police arrive, ils viennent me demander que je raconte toute l'histoire. Oh. Ils font la même chose pour Benoît. Benoît a tout avoué. Il dit à la police que il est devenu complètement fou, qu'il faisait tout pour me plaire et pour essayer d'attirer mon attention et qu'il se rendait compte qu'il était parti beaucoup trop loin et que... Plus chelou, c'est les amis, mais les amis ils n'existaient pas au cas où. Pendant ce temps, la carte de ma la copine folie. est arrivée à King's Cross, je ne peux pas du tout aller la chercher. Je lui envoie un SMS pour lui dire écoute, il se passe un truc de fou, je te raconterai tout à l'heure, mais viens en taxi, je peux pas venir. Ma copine arrive, je lui raconte toute l'histoire. On reprend un peu les épisodes un par un et on essaye de comprendre ce qui peut être faux et ce qui peut être vrai. On commence par Facebook et on se rend compte que tous les profils des amis de Benoît ont été créés le 16 décembre, le jour où il est censé avoir eu son accident à King's Cross. Je remarque sur ces profils qu'il y a peu d'amis. C'est des profils avec une dizaine d'amis alors qu'à nos âges, on a des centaines d'amis sur Facebook. Et je me rends compte aussi que sur les quelques photos qu'il y a sur ces profils, ce sont que des profils féminins de type top modèle. Je comprends en voyant ces faux profils que ces personnes n'existent probablement pas, en tout cas pas dans l'entourage de Benoît, qu'il a créé lui-même ces profils et que tous ces numéros de téléphone qui m'ont contacté sont probablement Benoît lui-même. Des IA, non, ça date, les gars. Il a juste pris des photos sur Internet. Je me sens hyper mal. Je me sens un peu bête, d'ailleurs, en me disant mais pourquoi je m'en suis pas rendu compte plus tôt. Ce qui me termine, et à parce la qu'il a fois, essayé je de me dis, mais en même temps, c'était entre guillemets tellement bien fait. La photo de la salle d'embarquement, l'ordonnance, les pansements, les messages aussi où on s'écrivait sur WhatsApp et donc les gens me disaient est-ce que tu peux regarder la dernière heure à laquelle il est connecté ? Du coup, je me disais mais en fait, il a dû avoir d'autres téléphones portables pour ne pas se connecter avec le sien ou plusieurs cartes SIM. Enfin, en fait, je commence à me dire que tout un stratagème a été monté et que c'est allé quand même très très loin pour me faire croire à une vie qu'il n'a pas. Il voulait rentabiliser tout son investissement avec son scam. J'avais même eu son soi-disant père au téléphone. Je me refais le film et je me rends compte que finalement, ces amis dont il m'avait beaucoup parlé, je les ai jamais rencontrés et je n'étais même jamais allée chez lui. Toute l'histoire était tellement crédible que même ma maman, qui avait suivi tous les épisodes de santé de Benoît, y croyait et me demandait très souvent de ses nouvelles.
et me disait oh là là, c'est terrible, un jeune de son âge, tout ce qui lui arrive. Donc vraiment, c'était très bien monté. Fou ce mec. Dans les semaines qui suivent, la police demande à Benoît de ne pas me contacter et de ne pas venir dans mon quartier. La police me conseille aussi de ne pas sortir tard le soir toute seule. Je suis très peureuse dans la rue. J'ai l'impression de voir Benoît partout. Je me retourne dans les transports en commun. Je sais qu'il sait où j'habite, où je travaille, qu'il connaît mon trajet quotidien, où je fais du sport aussi également. Je suis beaucoup moins à l'aise pour sortir le soir seule de chez moi et rentrer de nuit. Un soir, je rentre de week-end et la porte est entrouverte alors que mes colocs ne sont pas là et que je savais qu'il n'y avait personne le week-end dans l'appartement. Je tremble de partout, je suis complètement paniquée et je ne peux pas rentrer seule dans l'appartement. J'ai peur que Benoît soit là. Mais c'est no ghost et mode, je décide d'aller demander à mes voisins de m'accompagner pour rentrer dans l'appartement et de faire le tour de l'appartement avec moi pour vérifier qu'il est bien vide. Dans les jours qui suivent, j'ai quand même peur que Benoît soit passé à l'appartement et poser une caméra pour quand même à distance voir ma vie et voir ce que je fais. Les gars, c'est Bergen, non? Je ne me sens plus bien à Londres. Ah merde, j'ai pas entendu. Je décide de rentrer en France et je passais et je sais qu'il n'y avait personne. Direction Bergen. Oh, attendez 2 secondes, j'ai remis en arrière, j'ai rien entendu, voilà. Le week-end dans l'appartement. Je tremble de partout, je suis complètement paniquée et je ne peux pas rentrer seule dans l'appartement. J'ai peur que Benoît soit là et je décide d'aller demander à mes voisins de m'accompagner pour rentrer dans l'appartement et de faire le tour de l'appartement avec moi pour vérifier qu'il est bien vide. Dans les jours qui suivent, j'ai quand même peur que Benoît soit passé à l'appartement et poser une caméra pour quand même à distance voir ma vie et voir ce que je fais. Je ne me sens plus bien à Londres. Je décide de rentrer en France et je peux me permettre de rentrer rapidement puisque je n'ai pas porté plainte contre Benoît, donc je n'ai pas de dossier judiciaire en cours sur le territoire anglais. Mais là, elle doit se barrer, là. Je rentre en France et je m'installe chez ma sœur en attendant de trouver un logement. Et je suis vraiment soulagée de ne pas vivre seule et d'être avec elle. Mais dans les mois qui suivent cette histoire, j'ai beaucoup de mal à faire confiance aux gens, que ce soit féminin ou masculin. J'ai besoin d'avoir des preuves concrètes de ce qu'on me raconte. J'ai très peur d'être trahie à nouveau et qu'on me mente. J'ai appris de cette histoire à me faire confiance, à plus m'écouter et écouter les intuitions que je peux avoir en rencontrant des gens. Intuitions que j'avais eues, comme notamment l'épisode du souterrain, où j'avais pas voulu rentrer avec lui, je ne sais pas l'expliquer, mais j'aurais dû m'écouter plus à l'époque. Aujourd'hui, cette histoire est complètement derrière moi. Son gars, on s'en fout, les gars. Je suis fière qu'elle n'ait pas déteint sur la personne que je suis. Alors, j'ai grandi, je suis beaucoup plus mature, mais je suis super contente d'arriver encore à donner ma confiance rapidement aux gens, d'adorer rencontrer des nouvelles personnes, de sortir faire la fête. Je suis fière de ça. W Story, les gars. Oh, ça s'est fini en même temps que la course, incroyable, frère. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 301, un témoignage recueilli par Myrène Garay-Coetchea. Cet épisode a été produit par Slide Podcast. Ça, c'était W, ça, les gars. Ça, c'était W. Une last. J'ai tellement quitté le jeu, hein. J'ai tellement quitté le jeu. Ouais, je me rends compte, l'histoire, elle était dingue, les gars. En fait, c'était sûr.
En fait, quand lui, il a fait les dates avec elle et tout, en fait, les deux, ils avaient une vision complètement différente. Lui, pour lui, c'était l'apothéose et tout. Il était super heureux. Sauf que pour elle, en vrai, il n'y avait rien. Et il s'est fait des films à gogo. Il s'est fait des films à gogo. Il s'est inventé une vie non-stop. Il s'est inventé une vie pendant des jours et des jours. Et après, il est parti en couille. Il est parti en couille. Je pense que c'était taré dès le début, hein. Mais elle l'a dit dès le début en plus, je crois. Ouais, je crois qu'elle l'a dit dès le début. Bah, de toute façon, elle, en vrai, quasiment toutes ses réactions, elles étaient carrées en vrai. Mais l'accident, il était réel. Non, tout était faux, tout était faux. Même quand elle l'a vu et qu'elle a vu... En gros, il a mis des pansements et tout. Il avait l'air grave fatigué. Euh, Ça, c'est du fake, ça. Du coup, il avait 3 cartes de SIM en tout. J'en sais rien, on en avait combien, mais... Quoi, cette question de con, frère? Zarma, t'as besoin de savoir il y a combien de cartes SIM. Non, mais il avait plein de comptes, il avait plein de comptes Facebook, il avait plusieurs cartes SIM. Il était impliqué à la mort. Elle peut embellir l'histoire à son avantage. Mais même si elle embellit l'histoire à son avantage, la finalité, c'est que c'est un taré, frère. Merci, Citizens. Je pense pas, en vrai. Mais pourquoi il s'est pointé en costard alors qu'il était censé être à l'hôpital? Moi, je pense. Moi, je pense. La réflexion de mec bizarre, ouais, je te jure. Moi, je pense. En fait, il a all-in, en fait. Ce jour-là, en fait, il a cramé qu'elle avait cramé. Et il est venu en costard en mode, je t'avoue tout, regarde tout ce que j'ai fait, nanani. Je sais que tu vas me prendre pour un fou. A raison. Et, et en gros, il a all-in. Il sortait du taf. Mais en gros, il n'y a même pas de taf, frère. En gros, il a all-in. Sauf que le problème, c'est que, bah, wesh, elle le voyait déjà comme... Il faisait déjà peur, frère. Il lui faisait peur. Le copain de sa coloc mérite la Légion d'honneur. Putain, Miskin, ça se trouve, il était posé avec ça. Il était posé avec sa meuf et tout. Petit week-end tranquille, posé. Il se retrouve à... Il se retrouve dans des rixes. Ça l'a envoyé au charbon, frère. Mais le pire, c'est les voisins qui sont venus avec un verre en mode ouais, tenez, tenez. Pendant que les autres, ils sont en train de se taper. La tentative pour soutirer l'argent, c'est plus bizarre. Mais ça, c'est vraiment fou, hein. Je pense à des moments, il se disait, vas-y, c'est mort. Je pense qu'il y a des moments, il était peut-être un peu lucide en se disant, bah, c'est mort là, je vais jamais on va jamais être ensemble. Genre, elle m'aime vraiment pas en fait. Du coup, il s'est dit, je vais essayer de lui gratter de l'argent. C'est fou ce mec. Vas-y les gars, bonne nuit, dormez bien.